avec alternance. Ça fait près de 30 ans déjà que le Cameroun est devenu un État multipartite. De 1990 à aujourd'hui, l'on a pu observer une évolution assez significative sur le plan démocratique au sein de nos partis politiques. Renouveler la chaîne dirigeante apparaît aujourd'hui comme un défi majeur pour ces formations politiques. La transition générationnelle sera-t-elle effective sans incident? C'est l'une des articulations majeures de notre débat du jour. Nous parlons également des déviances en milieu scolaire, ces dépravations qui tendent à s'enliser au sein de notre société malgré la mobilisation des acteurs gouvernementaux, à l'instar des femmes parlementaires qui se sont réunies ici à Yaoundé il y a encore quelques jours de concert avec les ministères des enseignements secondaires, ceux de la promotion de la femme, de la famille. Nous parlons en termes d'entrée de la collaboration bilatérale entre la Chine et le Cameroun, 50 ans déjà que ça dure. Nous reviendrons sur les contours et les axes majeurs de cette collaboration bilatérale. Mais bien avant, chers téléspectateurs, nous recevons sur ce plateau des invités triés sur le volet. Sans plus tarder, je vais vous les présenter. À ma droite, j'ai M. Célestin Jamen, bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs de Cam10 TV. Et merci de m'avoir invité à cette prestigieuse émission. Merci d'être là et je salue tous ceux et toutes celles qui s'intéressent aux affaires de la République. Merci. Le plaisir est également le nôtre. À ma gauche, j'ai M. Zanga Stéphane. Bonjour. Bonjour madame, bonjour à mes co-panélistes, bonjour aux téléspectateurs de Cam10 Télévision. Merci de m'inviter à ce débat. À la suite de M. Stéphane Zanga, nous avons l'honorable Dieudonné Samuel Motte. Bonjour et bienvenue sur Cam10. Samuel Dieudonné Motte, pour respecter la mémoire de papa, qui a voulu qu'elle soit prononcée de cette façon-là. Merci pour l'accueil qui m'a été réservé. Je suis là pour répondre à un devoir qui m'a été donné par la commission de la communication de la RDPC. Et donc, notamment, si vous avez à m'annoncer, je souhaiterais que ce soit bien écrit que je suis un communicant de la RDPC. Au-delà d'être député, bien entendu. Mais en même temps, ça fait beaucoup de bonheur que je suis venu. C'est une première pour moi. J'espère que le débat se passera bien. J'en profite d'ailleurs par la même occasion de saluer l'ensemble de vos téléspectateurs. Merci, honorable. Chers téléspectateurs, je vous propose de suivre le round-up de l'actualité de la semaine qui nous a été proposé par la rédaction centrale de Cam10 Télévision et présenté ici par la sublimissime voix de Roland Dinsil. Ouvrons cet exercice par la coopération sino-camerounaise. C'est en mars 1971 que la République populaire de Chine et le Cameroun ont établi des relations diplomatiques. 50 ans de collaboration riche, dense et mutuellement bénéfique qui se célèbrent cette année. Les deux protagonistes ont de bonnes raisons de marquer un temps d'arrêt pour saluer la richesse et la densité de leur coopération bilatérale. Un partenariat qui fait un bilan de plusieurs accords déjà signés pour ce qui est du cadre juridique. Au-delà, l'on peut mentionner la fréquence des visites de haut niveau avec des retombées positives. On ne saurait ne pas citer aussi les investissements de toute nature qui occupent une place majeure dans cette coopération. Ce qui est sûr est que jusqu'ici, le partenariat entre ces deux États est mutuellement bénéfique et compte durer encore longtemps. En saluant l'intégration de nombreux jeunes dans les diverses instances parlementaires, municipales et régionales, le président de la République, son Excellence Paul Biya, les présente comme des acteurs incontournables de la transition générationnelle dans la gestion des affaires publiques et privées du pays. Ils ne tiennent donc qu'à ces derniers de faire rayonner le Cameroun en s'impliquant fortement dans cette transition. Pourtant, depuis peu, l'on assiste à ce que certains qualifient de, je cite, « guerre de succession dans les formations politiques camerounaises ». Fin de citation. Qu'ils émanent du parti majoritaire ou des partis d'opposition, le refrain est presque toujours le même.
Le plus récent est le remue-ménage qu'a suscité le retrait de la course à la présidence du patron du Social Democratic Front SDF, principal parti d'opposition au Cameroun. En effet, ni John Fundi, puisqu'il s'agit de lui, âgé de 79 ans, a déclaré, je cite, « Je ne me présenterai plus à aucune élection présidentielle ». Fin de citation. Des paroles qui marquent un nouveau pas vers l'inexorable crépuscule d'une carrière qui aura duré près de 3 décennies. Cependant, la succession du chairman fait l'objet de toutes les spéculations. La liste des prétendants s'étant fortement réduite après les décès de 2 piliers du parti. Plusieurs cadres se sont déjà mis à réclamer un changement de cap et le rajeunissement des responsables. Pourtant, personne n'y voit Joshua aussi, jeune candidat potentiel, et exige même sa démission de la vice-présidence du parti après sa débâcle à la présidence de 2018. Et si d'aucuns pensent que le député Joshua fera l'affaire pour succéder au chairman, d'autres citent plutôt l'honorable Jean-Michel Mintu. Toujours est-il que la transition intergénérationnelle dans les formations politiques camerounaises, pourtant très demandée, ne se déroule jamais dans l'harmonie. Qu'est-ce qui coince réellement? D'ici là, la question demeure. Sortons de là pour parler d'un autre fléau qui gangrène l'univers des jeunes. Depuis quelques mois déjà, l'école est devenue le théâtre de toutes sortes de déviances juvéniles. Entre dépravation des mœurs, consommation de stupéfiants et violences de tout genre, l'on ne sait plus où donner de la tête. Comment permettre à l'école de redevenir un cadre sain pour la formation des jeunes Camerounais? Tel a été le principal sujet à l'ordre du jour lors d'une rencontre entre la ministre des Enseignements secondaires, Nalova Lyonga, et les femmes parlementaires le 22 mars dernier. Très inquiet, la MINSEC et le réseau des femmes parlementaires du Cameroun, REFPAC, parlent de la décadence morale qui frappe les élèves du secondaire. Qui en est le véritable responsable? Les élèves présents lors de ces discussions accusent les parents absents qui confient l'éducation de leurs enfants aux réseaux sociaux. Tout compte fait, au cours de cette session plénière spéciale, les élus ont proposé plusieurs solutions pour venir à bout de ce phénomène qui prend de l'ampleur. Par ailleurs, elles ont invité les leaders d'opinion, à savoir prêtres, imams et chefs traditionnels, et les autres ministères en charge du social, à plus s'impliquer pour sauver notre jeunesse, fer de lance de la nation. Voici qui met un terme à cet exercice, chers téléspectateurs. À vous, chers panélistes, bon débat et merveilleux dimanche. Merci Roland de Thiel. Nous te souhaitons également de passer un bon dimanche. Bien, nous allons entrer donc dans ce débat. Parlons de la coopération sino-camerounaise. Je vais m'adresser premièrement à vous, Monsieur Samuel Motte. Quel état des lieux pouvons-nous dresser de cette coopération depuis 50 ans déjà? Je crois que c'est une coopération fructueuse. Mais au-delà même du caractère fructueux, quand on est un pays qui a le maximum de partenaires à l'extérieur, des partenaires aussi diversifiés, on ne peut être qu'heureux. Parce que, c'est Jeanne Gauck qui le disait, la France n'a pas d'amis, elle n'a que des pays avec lesquels elle coopère. Donc ce n'est pas nécessairement un problème d'amitié, mais dans ce jeu d'intérêt-là que l'on observe sur le plan mondial, quand on a une multitude de partenaires, ça nous permet également de jouer sur une compétitivité et une émulation possible. Et dans le cadre effectivement de ce qui se passe entre la Chine et le Cameroun, vous savez très bien qu'avec notre diplomatie réservée et diversifiée, je crois que c'est un atout de taille que nous avons à avoir ces partenaires-là. Mais en même temps, n'oublions pas que la Chine s'est développée sous nos yeux, avec un certain nombre d'éléments que nous n'avons certainement pas dans notre paysage à nous, mais également ça peut nous permettre de l'utiliser comme étant un modèle de développement et d'émancipation des peuples de telle manière à ce que nous puissions compter le plus possible dans la sphère mondiale où, effectivement, vous savez, il y a un certain nombre de jeux d'intérêt. Ça a été, par le passé, considéré comme étant un pays du tiers-monde. Peut-être, je crois même qu'il était également parmi les pays non alignés. Mais aujourd'hui,
Vous ne pouvez pas faire quelque chose à travers le monde si vous ne comptez pas avec la puissance chinoise. Et c'est un motif d'espérance pour ces pays-là comme les nôtres, qui sont aujourd'hui entravés dans leur développement, dans ce contexte-là dans lequel effectivement les gens d'intérêt nous tendent à nous mettre à la marge. Et nous pensons effectivement nous appuyer là-dessus, compte tenu effectivement du fait qu'il y a un certain nombre d'éléments dans la discussion qui se viennent très souvent le néocolonialisme qu'ils ne partagent pas dans un certain nombre de cas. Nous considérons que quel que soit le partenaire que nous avons, aussi historique soit-il, c'est un partenaire avant tout avec lequel effectivement on peut dialoguer. Et dans le cadre de ce dialogue-là, je crois que la Chine nous apporte un certain nombre d'éléments objectifs qui nous permettent effectivement de marquer des pas dans notre progrès. Merci. Monsieur Stéphane Zanga, partagez-vous cet avis de Monsieur Dieudonné Samuel Motte? Oui, entièrement. Vous savez, le Cameroun est engagé dans son processus d'émergence et de développement. Et à ce titre-là, il s'entoure, il va vers des partenaires qui peuvent l'accompagner pour l'implémentation de son développement. Et la Chine est un partenaire stratégique du Cameroun. On ne peut, les réalisations chinoises sont perceptibles et visibles au Cameroun. La Chine, à travers son instrument, à travers sa banque, notamment Exim Bank of China, finance des projets d'infrastructures au Cameroun dans divers domaines. Dans le domaine des infrastructures routières, portuaires, sanitaires et même sportives, vous voyez, c'est visible. Et je pense que dans une coopération, elle est bilatérale, il y a des hauts et des bas. La Chine n'est peut-être pas un modèle dans d'autres domaines, mais nous pouvons tirer le meilleur de cette relation. Peut-être sur le terrain du respect des droits de l'homme, la Chine n'apparaît pas comme un modèle peut-être à suivre, mais sur le terrain du développement économique, je pense que nous devons marcher dans les pas de la Chine. Certains auteurs que je vais paraphraser ici avaient indiqué à l'époque, lorsque la Chine était encore dans son processus d'émergence, que lorsque la Chine s'éveillera, le monde tremblera. Vous aujourd'hui dans l'expansion de la Chine, la coopération entre le Cameroun et la Chine n'est pas seulement bilatérale, elle est même multilatérale avec un cadre que la Chine a mis sur pied. Vous connaissez le forum Chine-Afrique qui challenge les partenaires traditionnels du Cameroun dans le domaine du développement. Bon, je pense que la relation elle est fructueuse. Les formules d'amitié sont des formules diplomatiques, comme le disait tout à l'heure l'honorable, le communicant du RDPC. Il faut savoir tirer le meilleur bénéfice et profit d'une relation. Je pense que la Chine est un bon partenaire pour le Cameroun pour l'instant. D'accord, Monsieur Célestin Jamène. Il y a 10 ans que cette collaboration s'est intensifiée entre le Cameroun et la Chine. Pensez-vous que demain, cette relation ne puisse pas connaître des problèmes parce qu'on a l'impression que ça s'apparente à une certaine forme de colonisation à la longue? Bon, disons qu'on ne peut pas parler stricto sensu de colonisation, dans le sens où on l'a entendu il y a plus de 60 ans avec les pays comme la France ou la Grande-Bretagne. Cela dit, je pense que depuis 1971, qu'on a engagé dans cette coopération avec la Chine, notamment avec l'ancien président Amadou Ahidjo, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées. Quand on pense par exemple au barrage hydroélectrique de Lac d'Eau, quand on pense au palais des sports de Yaoundé, tout à l'heure quelqu'un l'a évoqué. Il y a effectivement également Manvele et puis Lompanga, la Chine est dessus, et même le port en eau profonde de Kribi, beaucoup de choses, hein, l'hôpital gynéco-obstétrique de Douala et plein d'autres choses. À ce niveau-là, on peut dire effectivement que c'est une coopération qui me semble purement économique. D'ailleurs, on dit que la Chine, c'est le premier investisseur au Cameroun, donc loin devant la France et l'Allemagne. On peut donc considérer que sur le plan économique, je pense qu'on n'a pas à faire grise mine ou alors à faire la fine bouche. Cependant, moi je considère que 60 ans après les indépendances, plus ou moins fictives, il est temps que l'Afrique se regarde dans le miroir. Et le Cameroun en particulier, parce qu'on n'a pas besoin, on a besoin certes d'une coopération classique, c'est-à-dire qu'avec tous les États du monde, le Cameroun, comme d'autres pays, a besoin de coopérer avec d'autres nations du monde. Cela dit, en termes d'avancée, il est important qu'on regarde, n'est-ce pas, sur le plan technologique, sur le plan économique, quels sont les voies et moyens pour l'Afrique en général et pour le Cameroun en particulier de pouvoir s'affranchir, n'est-ce pas, d'une assistance, même si on peut mettre les guillemets, avec d'autres pays tels que la Chine, l'Allemagne, les États-Unis et autres. Je considère donc que le savoir-faire est très important. Ce n'est pas simplement une coopération banale qui ferait de nous des éternels assistés.
n'est-ce pas? Il faudrait que, à l'instar de la Chine d'ailleurs, qui est allée copier chez les autres. Dans un premier temps, c'était une coopération tout à fait classique, banale, mais avec en sous-bassement l'idée, l'arrière-pensée pour la Chine de copier ce qu'il y avait de meilleur chez les autres et de redevenir autonome et indépendant sur le plan militaire, sur le plan économique, sur le plan industriel. Aujourd'hui, la Chine est quasiment la première puissance commerciale du monde et quasiment la première puissance économique devant les États-Unis, si on regarde bien. Donc ça veut dire que l'Afrique, elle aussi, et le Cameroun en particulier, doit comprendre qu'il est temps que l'Afrique, aujourd'hui, construise sa propre indépendance technologique, sa propre indépendance économique et sa propre industrialisation. On ne peut pas, ad vitam aeternam, dépendre ou attendre tous les autres. Il n'y a pas de dignité quand on attend tous les autres. Je n'ai rien contre la Chine. La Chine a ses intérêts. La Chine, c'est un pays qui fait à peu près 1,2 milliard d'habitants, dont elle a de réels besoins en ressources énergétiques, dont elle a besoin de pays africains, de l'Afrique subsaharienne, qui est pétrie, bourrée de matières premières. Donc, quelque part, il n'y a rien d'innocent dans tout ça. La Chine ne vient pas avec des yeux de chimène. La Chine vient avec l'intention, peut-être pas de coloniser le Cameroun, mais en tout cas sur le plan de la recherche de ses intérêts économiques, l'Afrique est perdante. L'Afrique est perdante. Si elle ne met pas en orbite l'envie de s'affranchir elle-même, le Cameroun doit chercher à se doter de la science, de la matière première, de la matière qui fera d'elle un pays aussi émergent que la Chine. Et pourquoi pas se classer parmi les premiers pays du monde sur le plan industriel. Je constate qu'aujourd'hui, l'Occident en général, et avec cela la Chine et la Russie, n'ont pas intérêt que l'Afrique s'industrialise. C'est ça le truc. C'est-à-dire qu'ils viennent pour piller nos matières premières ou pour les acheter à vil prix. À vil prix. Et nous les offrons comme ça, brutes, alors qu'on aurait pu, à travers cela, créer de la main-d'œuvre, les transformer, les exploiter. Et c'est la raison pour laquelle je salue l'acte du président Biya quand il a créé la Sonamine, appelée, qui est un signe, n'est-ce pas, de détachement de la France coloniale, par exemple, qui fait qu'en général, nos mines, en particulier le diamant et l'or, pourraient être exploitées, explorées, transformées et commercialisées par le Cameroun. C'est un début de quelque chose. Donc il faut aller dans cet esprit-là. Il n'est plus question qu'on coopère avec la Chine ou autre de manière un peu puérile, de manière un peu naïve. Non, sans rien à retirer. Moi, j'ai besoin demain que mes enfants, vos enfants à vous, puissent demain être de grands ingénieurs, qu'on n'ait plus besoin de la Chine pour construire un pont en eau profonde, qu'on n'ait plus besoin de la Chine pour construire un pont, qu'on n'ait plus besoin de la Chine pour construire même un hôpital. Mais c'est un peu humiliant pour nous. Je répète qu'on est pour la coopération. Mais 60 ans après, on devrait quand même tirer la graine des malheurs de la colonisation et se dire que nous, Noirs, nous, Africains, nous, Camerounais, on peut, nous-mêmes, on pourra même demain assister la Chine ou d'autres pays. Pourquoi c'est toujours l'inverse? Moi, je suis horrifié par le fait qu'on s'installe dans un confort, n'est-ce pas, d'assistanat, même si le mot est un peu fort, qui fait en sorte que perpétuellement l'homme africain attend toujours les autres. Donc il faut arrêter avec ça. Moi, je considère qu'aujourd'hui, l'Afrique, le Cameroun en particulier, est une république. Une république ne marche pas sans indépendance, qui est à la fois technologique, militaire, économique et industrielle, surtout industrielle. Qu'enseignent les Européens dans leurs universités à leurs enfants que l'Afrique doit rester la tête sous l'eau. L'Afrique ne doit jamais se lever. Parce que si elle se lève, c'est fini pour eux. Parce qu'ils n'ont pas ce que nous avons. Dieu nous a dotés de tout ce qu'il faut pour un continent, pour un pays. Alors, fichtre, pourquoi ne pas en profiter et de mettre nos enfants au travail? Nous voulons notre indépendance économique et nous voulons aller vers l'industrialisation. Et j'ai à côté de moi la chance d'avoir un député. Je sais que, même si ce n'est que sur le papier pour l'instant, les propositions de loi permettent aux députés de faire pression aussi sur le gouvernement, de leur dire non, il faut voter les textes pour encourager la préférence nationale camerounaise. C'est ça qu'il nous faut. D'accord, monsieur Jamais. Je vais passer la parole à monsieur Samuel Mout. Vous avez quelque chose à dire par rapport à l'intervention de... Oh, pas spécialement. Je veux dire, sur un certain nombre de sujets, je crois qu'on s'entend très bien. Mais je voulais seulement lui donner une assurance qu'en ce qui concerne le Cameroun, nous sommes très soucieux de ce que nous appelons notre indépendance. Pas d'ailleurs ce que nous appelons notre indépendance, ce qui peut être considéré comme étant une indépendance. Nous sommes l'un des pays où on est né. Cela dit, je reconnais avec, ou à la suite de ce que Célestin Diamène a dit tout à l'heure,
dans le cadre de ce développement-là qui va consacrer notre indépendance sur un certain nombre de plans qu'il a voulu énumérer, il y a un certain nombre de substrats, un certain nombre d'éléments qui aujourd'hui sont des éléments handicapants pour nous. C'est-à-dire que quand on prend par exemple le parcours de la Chine est essentiellement assis sur deux éléments. Le premier élément, c'est l'élément démographique. Aujourd'hui, si vous voulez vous développer, si vous n'avez pas cette masse critique démographique-là, le développement est difficile à réaliser. L'autre élément également sur lequel on peut penser que la Chine s'est appuyée, c'est cette idée-là que, étant dans un domaine comme celui-là, on peut se prendre en responsabilité et faire en sorte que, au-delà des contingences internationales que l'on peut avoir, on peut décider de soi-même. Et dans le cadre de cette décision-là soi-même, nous devons considérer que le Cameroun, effectivement, c'est un pays qui est déterminé, mais est-ce que le Cameroun tout seul peut? Je ne vous le dis pas pour être défaitiste, mais il veut dire également, quand il en a demandé Marcel en disant qu'il faut qu'on fasse ceci ou cela, il faut tenir compte qu'il y a cette pesanteur-là également. L'autre pesanteur aussi, c'est que je dois reconnaître, sur le plan de l'analyse économique, les éléments également sur lesquels la Chine s'est développée, c'est des éléments aujourd'hui qui sont difficiles à mettre chez nous. J'ai tendance à dire souvent, un certain nombre de pays africains, et la plupart des pays africains aujourd'hui, sont structurés sur un modèle de pays du XXIe siècle. Quand vous regardez bien le développement économique d'un pays comme la Chine, des pays asiatiques de manière générale, le seul pays qui a été inventif à la matière, c'est peut-être Singapour. Singapour qui a assis son développement économique, notamment sur une place financière qu'ils ont montée de toutes pièces. Mais tout autour de Singapour, vous avez un certain nombre de pays qui se sont développés avec des instruments du XVIIe siècle. Les instruments du XVIIe siècle, la grande période d'industrialisation des pays, puisqu'il parlait là également d'industrie, c'était quoi? C'était qu'on peut rentrer dans une usine et de sortir 24 heures plus tard. C'était quoi? C'était de dire, admettre également que les enfants de bas âge pouvaient travailler dans des usines. C'était quoi? C'était également de dire que un patron pouvait se lever pour pouvoir définir sans commun accord des conditions dans lesquelles il allait vous rémunérer. Quand vous regardez la plupart de nos législations aujourd'hui et le confort dans lequel on s'installe, c'est pas également pour le décrier, parce que je crois que nous avons une des économies les plus humaines aujourd'hui. Ces éléments d'humanité constituent un handicap pour nous. Mais encore une dernière fois, par rapport à cette volonté-là de pouvoir avancer seul, de manière responsable, vous voyez très bien que j'ai tendance à dire que le président de la République, son Excellence Paul Biya, ne peut pas être reproché de quoi que ce soit, notamment en ce qui concerne la manipulation des matières premières. Nous sommes l'un des pays, c'est réputé, nous sommes réputés pour cela, de dire que lorsqu'il faut négocier des contrats, notamment de vente de nos produits à l'extérieur, nous sommes des gens qui sont tenaces en la matière. La preuve, c'est que Elf a décidé... Attendez, non, j'en reviens, Célestin. La preuve, c'est que Elf Total a dû quitter le Cameroun parce que de la façon avec laquelle nous vendons nos produits pétroliers. Nos contrats pétroliers sont des plus solides en Afrique, où très souvent on fait supporter aux opérateurs l'ensemble des frais de production et pour lesquels également on prend une grande partie de... Non, attendez. Maintenant, si nous revenons à l'industrialisation, là, effectivement, je suis d'accord avec lui, qui consiste à dire que je ne connais pas au monde un seul pays qui s'est développé sur la vente de ces matières premières. Mais les conditions, effectivement, de l'extraction, de l'exploitation des matières premières, là également, vous allez voir, vous allez être heurté à ce déterminant-là que j'ai appelé le déterminant démographique. C'est-à-dire que quand la Chine aujourd'hui dit « je peux aller à la conquête de l'extérieur », c'est parce que, premièrement, il a un marché interne qui lui permet d'avoir une capacité de développer des grandes usines qui vont être des éléments de conquête vers l'extérieur. Aujourd'hui, nous avons un marché, si je me ramène au cas du Cameroun, 25 millions d'habitants. Avec 25 millions d'habitants, vous ne supportez une industrie lourde. Peut-être la voie serait que, soit qu'on sera inventif comme Singapour l'a été, soit qu'il faudra qu'effectivement qu'on l'on tente, que l'on brise l'ensemble de ces barrières-là, parce que le handicap majeur que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons été sclérosés. C'est tout le contraire de la Chine. D'accord, parlons justement du plan économique. Nous soulignons donc, selon un rapport publié par la BAD en 2021, la Chine détient aujourd'hui 63,1% de la dette bilatérale. Monsieur Stéphane Zanga, est-ce que cela n'est pas un problème pour le Cameroun, puisque à plusieurs reprises déjà, la Chine a dû surseoir à plusieurs reprises en ce qui concerne la dette camerounaise?
Madame, nous serons maintenus dans ce cycle vicieux de la dette à partir du moment où les habitudes, les mentalités ne se transforment pas, à partir du moment où nous ne jetons pas les bases de notre autonomie, les bases du décollage véritable. L'argument démographique qui conditionnerait le décollage sur le plan industriel des États africains, je suis pas tout à fait d'accord avec le communicant du RDPC, l'honorable Motte. La Chine est allée conquérir la technologie. La technologie et l'expertise ne se donnent pas. Dans les rapports entre les États, il y a une volonté de soumettre et d'assujettir les autres. Lorsque vous êtes au même niveau, aucun État n'aspire à ce qu'il y ait un nivellement au niveau du potentiel, au niveau de la capacité à aller conquérir le monde. Donc la Chine ne viendra jamais au Cameroun nous passer la technologie. Nous sortons de la construction des infrastructures sportives, des stades, Olembe, Japoma, c'est des fiertés. Ça peut être mis à l'actif du régime. Mais je pense que l'ambition est par exemple de doter les 10 régions du Cameroun des stades à la hauteur d'Olembe et de Japoma par exemple. Lorsque nous allons dans une vision future, engager ces travaux et que nous serons maintenus dans le même cycle où c'est des entreprises étrangères qui viennent parce que le Cameroun manque d'expertise. La réforme doit être profonde, d'abord dans notre système éducatif. Allez voir à l'université de Yaoundé 1 avec l'École nationale supérieure polytechnique du Cameroun. C'est peut-être le parent pauvre en matière de plateau technique, en matière d'équipement et autres. Or, à partir de là, le développement du Cameroun se fait. Vous avez une main-d'œuvre abondante, mais si la main-d'œuvre ne peut pas avoir une expertise qui nous permettra véritablement de réaliser les travaux, il sera difficile pour le Cameroun de décoller. Nous avons les matières premières. Peut-être que notre endormissement vient aussi du fait que nous ayons ces matières premières et que nous soyons disposés à les vendre. La Chine, elle, est allée vers les États-Unis acquérir la technologie à travers des programmes. Au Cameroun, est-ce que des étudiants vont régulièrement à l'extérieur faire des formations pointues dans certains domaines qui conditionnent? Parce qu'il faut identifier des domaines dans lesquels un État peut décoller sur le plan industriel et intensifier la formation des futurs cadres dans ces domaines précis. C'est une politique qui peut aller sur 10, 15, 20 ans et ramener dans cette technologie pour permettre au Cameroun de détenir les savoir-faire, à l'Afrique en général, de détenir les savoir-faire leur permettant d'exploiter leurs matières premières. La main-d'œuvre, elle peut être abondante. Le boom démographique serait même dangereux pour le Cameroun. Pour l'instant, à partir du moment où il est déjà difficile de maîtriser, de trouver des conditions décentes à cette population, je pense que la première des choses est d'aller vers l'extérieur, acquérir des savoir-faire, revenir et penser une transformation profonde. D'abord de notre système éducatif, ensuite de jeter les bases de l'industrialisation de l'Afrique en général et du Cameroun en particulier. Nous revenons tout à l'heure, le temps pour nous d'introduire notre 4e invité. Prenons juste une toute petite transition. Sur ce plateau, chers téléspectateurs, permettez-moi d'introduire notre 4e panéliste, Madame Bissot Biela. Bonjour. Bonjour, Madame Vondo. Bonjour, chers téléspectateurs de CAM 10 Télévision. Bonjour au riche panel que j'ai devant moi. D'accord.
la bienvenue sur Cam10 Télévision une fois de plus. Bien, nous allons donc poursuivre, Monsieur Samuel Dieudonné. Moi, vous aviez quelque chose à dire de manière très brève. Hein? Oui, de manière très brève. Écoute, je ne prends pas ça comme étant une contradiction. Je pense quand même que c'est un déterminant absolu de la démographie pour pouvoir progresser, parce que quand vous voyez effectivement comment le commerce international marche, très souvent, la plupart des gens qui se projettent vers l'extérieur, ils appliquent la politique qu'on appelle le dumping. Le dumping, il est assis sur quoi? Il est assis sur le fait que lorsque vous avez une industrie qui a réussi à avoir un marché local, le marché extérieur, très souvent les prix se fixent à la marge. C'est-à-dire qu'on considère que vous avez gagné de l'argent à l'intérieur, pour faire simple. Et donc, tout ce que vous allez projeter à l'extérieur pour être compétitif, là où vous allez être confronté à une concurrence internationale, il faudra avoir les prix les plus bas possibles. Les prix les plus bas possibles, très souvent, c'est le coût variable qui vous permet de faire la production, parce que les charges fixes ont été absorbées en interne. Et lorsque vous fixez le prix, effectivement, ce sera un prix marginal. Et donc, vous ne pouvez pas faire ça. Mais là, également, ce que je voulais dire, quand Célestin Diamène dit tout à l'heure, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne est contre le fait qu'on puisse industrialiser, je lui rappelle ce que j'ai dit au départ. Non, mais écoutez, c'est même une la palissade à la limite. Voilà. C'est une la palissade à la limite, parce que le monde, il est configuré tel quel. Je reprends encore le général de Gaulle, la France n'a pas d'amis, n'a que les intérêts. Et ces pays-là, effectivement, aujourd'hui, se sont rendus compte de quoi? Quand vous parlez de limitation, d'aller chercher la technologie, on leur a apporté souvent la technologie en Asie. On a apporté la technologie en Asie pour quelle raison? À la recherche de ce que j'ai appelé le second déterminant, qui est celui des coûts de productivité. Comme ils sont faibles en Asie, comme on admettait jusqu'à une date très récente, d'ailleurs on continue à le faire, que les enfants puissent travailler dans les usines, très souvent quand on a délocalisé à la recherche de cette main-d'œuvre moins chère. Les conditions dans lesquelles aujourd'hui nous travaillons dans les pays africains ne nous prédispose pas à avoir ces conditions de productivité. Ça également, il faut reconnaître. J'ai tout simplement voulu souligner que c'était un handicap, le premier. Et le second également, que sans démographie, on ne pourra pas l'avoir. Tant qu'on n'aura pas brisé les barrières qui unissent l'ensemble de ces micro-États-là, qui ont été formés par le colon, nous ne pourrons pas avoir une dynamique de croissance. Écoutez, encore à côté de chez nous, le Nigeria ne s'est pas développé pour des raisons supranaturelles. Hein. C'est parce que là également, il y a une densité démographique, une dynamique démographique qui fait qu'aujourd'hui, le Nigeria peut déterminer la création d'une grosse usine de telle manière à pouvoir projeter le Nigeria à l'extérieur. D'accord, je passe la parole à Célestin Diamène de manière très brève aussi, pour nous permettre d'entrer dans notre deuxième thème. Je ne suis pas tout à fait certain que la démographie soit l'élément essentiel d'un développement industriel. C'est un déterminant. Ça en fait partie. Ah, d'accord, très bien. Ça en fait partie. Je suis en train de dire que focaliser sur le critère démographique comme l'élément de développement, c'est une erreur. Singapour, qui est un pays marécage, qui est un ancien pays marécageux, c'est une exception. Grâce à la finance, par exemple. Très bien. Dubaï, aujourd'hui, qui en 84 était un quasi-désert, sur un oasis, aujourd'hui est un pays brillant sur le plan économique et industriel. Moi, je pense qu'on ne peut pas fixer le développement en disant que les conditions ne sont pas réunies. Quel pays au monde a les conditions plus réunies que le Cameroun? On fait des efforts, certes. Il faut davantage encourager nos autorités à mettre l'accent sur l'éducation, tu l'as dit, sur la recherche de l'indépendance technologique. Nous consommons tout. Qu'est-ce qu'on produit? Pour produire, il faut de l'ingéniosité, il faut de l'ingénierie. Et ça passe par les écoles de formation. Aujourd'hui encore, il n'est pas rare de voir nos enfants envoyés dans les écoles d'ingénieurs américaines, chinoises, françaises, londoniennes, etc. Pourquoi? L'Africain doit retrouver l'estime de soi. C'est indispensable. Quand la Chine, dont on parle aujourd'hui, a été colonisée par le Japon, elle n'a jamais perdu de vue quelle était la Chine et quelle était une grande civilisation. Elle n'a jamais fait part de la colonisation nippone. Elle a regardé vers l'avenir. Voir en quoi, sur le plan interne, endogène, elle pouvait redécoller. Et la Chine a redécollé au point d'être aujourd'hui la première puissance économique du monde. L'Africain doit prendre ce qui est bien chez les autres. Et je pense qu'aujourd'hui, il est important aujourd'hui qu'on crée des universités, des polytechniques d'excellence dans ce pays. Le Camerounais, c'est connu dans le monde entier, a du talent. Pourquoi les envoyer étudier ailleurs?
Ne sommes-nous pas des humains? La base de l'économie, s'il ils ont vous plaît. du talent, De l'économie, parce qu'ils sont forts à l'école non. camerounaise. La politique détermine tout. La politique économique n'est pas un leurre. La politique économique consiste effectivement à définir les méthodes et les moyens qui peuvent nous conduire à l'émergence. C'est pas simplement de s'asseoir sur son serpentin et crier émergence. Et il faut se donner les moyens. La Chine réussit pourquoi? L'Union européenne, il conquiert les marchés extérieurs. Tout à l'heure, l'honorable Mott a dit quelque chose de très intéressant. Je veux dire que les marchés, l'envergure des marchés, c'est très important. Vous croyez que l'Union européenne, ils se sont unis pourquoi? Parce que la France, elle seule, n'a qu'un marché de plus de 50 millions d'habitants et de consommateurs. Aujourd'hui, l'Union européenne, c'est plus de 500 millions de consommateurs. C'est important. Démographique. Il est important aujourd'hui de reconnaître que l'Afrique a besoin non pas de vendre sa matière première brute, de la transformer, de la commercialiser, d'imposer ses prix. Surtout. La Chine ne vient pas avec les yeux de Chimène, je l'ai dit. La Chine vient parce qu'elle a envie, elle a besoin de ressources énergétiques très fortes. L'Afrique, elle n'en a rien à foutre. Bien sûr, ils sont diplomates. Donc, ils viennent avec leurs ouvriers, très souvent. On l'a vu dans les quartiers. Vous voyez aucun Camerounais. Comment accepter cela? Moi, je suis à Douala, par exemple. Les magasins pakistanais chinois, à gauche, trottoir de gauche, vous avez les Chinois, trottoir de droite, vous avez les Pakistanais. Les Camerounais sont les porteurs de carton. Je vois ça tous les jours. Ce n'est pas normal. Est-ce que nos Camerounais, on développe des industries en Chine? On conquiert les marchés en Chine? En Europe? Ça devrait quand même nous interpeller. Nous devons être fiers d'être africains, de dire qu'à partir de maintenant, la coopération elle doit rester diplomatique. Évidemment, on peut faire des échanges de produits, etc. Mais nous pensons que la priorité, c'est d'abord de construire la base d'une économie solide. D'accord, Célestin Jamais, le temps est contre nous, nous allons entrer... Juste un petit mot. Oui. Mon idée à moi n'est pas de dire effectivement que nous sommes dans les capacités de le faire, mais il n'en reste pas moins que lorsque vous voulez développer une stratégie, vous faites d'abord un état de lieu. L'état de lieu que je suis en train de faire, c'est que pour le moment, il y a un certain nombre d'éléments qui jouent à notre défaveur. D'accord, merci chers panélistes. Le thème est riche et peut-être nous aurons l'occasion d'en débattre dans notre prochaine édition. Entrons à présent dans le vif du débat de ce jour, les partis politiques au Cameroun, la transition générationnelle, pour ce qui nous interpelle aujourd'hui. Alors, 30 ans après, quel état des lieux au sein de nos partis politiques, le multipartisme et l'ethnicisation dont sont victimes des partis politiques au Cameroun? Faut-il regretter le parti unique qui était l'UNC? Ça, je vais m'adresser à vous, M. Zanga. Stéphane Zanga, je pense que la question, la problématique de la transition générationnelle au sein des formations politiques se pose avec acuité. Depuis le retour du multipartisme dans les années 90, une certaine élite, une certaine classe politique a pris les rênes de ces formations politiques. Certains de ces acteurs sont encore en place dans les années 2021, peut-être 20, 25, 30 ans plus tard. Je pense que c'est une génération qui a tout donné. Elle s'essouffle peut-être. À un moment, on peut atteindre un niveau qui ne nous permet plus de produire le meilleur de nous-mêmes parce qu'on aura pratiquement tout donné. Il est temps de penser à une certaine relève. Mais la question de la transition générationnelle ne doit pas apparaître comme un conflit entre les générations. Les générations devraient en principe se compléter. Lorsque vous lisez certains journaux, vous parcourez les réseaux sociaux, c'est un peu une sorte de conflit entre les jeunes et entre guillemets les vieux. La jeunesse est un moment de la vie, la vieillesse également, les vieux ont été jeunes, les jeunes seront vieux, certainement. Mais une certaine génération ne doit pas capter et monopoliser la vie des formations politiques. Elle doit permettre l'éclosion et l'émergence de nouvelles énergies. Et les nouvelles énergies, on va les trouver dans une jeunesse qu'on devrait préparer. Il y a une thématique que nous allons aborder tout à l'heure, la dépravation des déviances qui sont déjà notées au niveau de la jeunesse. C'est une jeunesse qui est déjà stigmatisée, qui est déjà soupçonnée de ne pas être en même et capable de prendre les rênes de ces formations politiques. Donc, le débat, je pense, doit se mener entre les vieux, entre guillemets, et les jeunes. Mais je pense davantage que les vieux doivent préparer la jeune élite à prendre le destin de ces formations politiques en main. Vous allez voir, pour le regretter, le renouvellement des bureaux de notre Parlement.
Je vais passer très rapidement sur la question, mais l'honorable Maud sera mieux placé pour expliquer comment à ce niveau on peut manquer de respect à certains vieux qui devraient déjà être à la posture de conseiller pour coacher cette jeunesse, pour permettre à cette jeunesse de stimuler une dynamique nouvelle au niveau de ces formations politiques. Ça se joue au niveau de la réflexion. Lorsque vous êtes physiquement épuisé, non, vous ne pouvez pas produire le meilleur de vous-même. Ce n'est pas faire insulte à votre âge ou à votre intelligence, mais la maturité vous permet de vous positionner à un niveau, permettre de conseiller la jeunesse, de coacher ces jeunes, de leur suggérer des orientations. Et la dynamique nouvelle, vous avez vu avec les nouvelles évolutions, les réseaux sociaux et autres, certains anciens ne s'adaptent pas très facilement. Ce n'est pas évident. Il y a une certaine transition qui n'est pas maîtrisée, par exemple sur le plan de la technologie, mais il faut aller avec le train de la mondialisation. Donc certains ne sont plus qualifiés pour jouer les premiers rôles, mais peuvent être en retrait et coacher la jeune génération qui peut monter. Elle n'est pas parfaite, je le rappelle, mais il y a également un devoir d'éducation, de formation et d'encadrement de cette jeunesse à pouvoir prendre des choses en main. D'accord, je vais passer la parole à Madame Bissot par rapport à la question qui a été évoquée. Que pensez-vous de ce que M. Stéphane Zanga est en train de dérouler? Ça, c'est son opinion à lui. Bon, les conflits générationnels, en fait, c'est pas une question de vieux ou de jeunes. C'est juste une façon, nous vivons en Afrique. Et en Afrique, nous savons que l'enfant naît, il grandit, il est éduqué par le vieux et il va toujours demander conseil. Chaque fois qu'il faut faire un siège, on va toujours chercher on dit le conseil des sages, qui est toujours constitué des anciens. Bon, nous constatons aujourd'hui que la jeune génération, elle est plus adepte à la facilité, déjà. Et nous voyons que c'est plutôt renverser l'échelle des valeurs, en fait. Il ne faut pas juste dire le renouvellement de la classe politique, il faut aussi savoir renverser l'échelle des valeurs, remplacer l'immoralité par la moralité, remplacer la paresse par l'engagement. On ne peut pas juste être, comme on dit, et c'est eux-mêmes qui se plaignent aujourd'hui, juste les porteurs de tentes et de sièges. Mais qu'est-ce qu'eux, ils ont donné? Vous allez m'excuser parce que ça me classe déjà dans un genre. Certes, je suis une femme, peut-être jeune, mais on a toujours à apprendre parce qu'on va plutôt avec la passion que de nous permettre, de nous laisser le temps d'apprendre des anciens, en fait. Ça c'est juste une opinion à moi. Honorable Somo, peut-être. Vous avez quelque chose à dire, honorable, par rapport à la question? Face à une des idées aussi limpides que celle de madame, j'ai failli me taire. Mais en même temps, je l'ai suivi avec beaucoup d'amusement tout à l'heure quand il décrète que... L'honorable Maud ne peut que corroborer. Vous savez, madame est dans la posture de la préservation des acquis de cette jeunesse qu'elle soupçonne d'incapacité et qu'elle stigmatise d'ailleurs. Je dirais qu'il y a des jeunes intègres et des vieux qui n'ont à la moralité douteuse. On ne peut quand pas Stéphane Zan a fini de déclamer en disant que la transition générationnelle ne doit pas être conflictuelle, j'ai souri. Toutes les oppositions par essence sont conflictuelles. Je souhaitais également... Le conflit peut être maîtrisé. Attendez. Mais justement, le conflit est maîtrisé tout simplement parce qu'il est accompagné d'une élévation d'esprit, mais également d'un respect d'un certain nombre de règles qui régissent le fonctionnement de la société. Effectivement. Si vous sortez de ce cadre-là, effectivement, c'est la porte à tout. Le respect régénérationnel, l'élévation d'esprit devait vous faire admettre, contrairement à ce que quelqu'un m'a dit il y a une semaine, que de toutes les façons, le président de la République a trouvé son premier emploi à 21 ans, que tel autre a été casé à 30 ans, qu'il est devenu Premier ministre à tel âge. L'élévation d'esprit nous permet là également de contextualiser l'ensemble des avis que nous émettons. Dans les années 30, c'était une histoire d'avoir le baccalauréat. Et donc on les comptait au bout des doigts. Vous imaginez bien qu'à cette date-là, puisqu'on les comptait au bout des doigts, il était facile d'être promu, de trouver facilement son travail. Notre rôle également aujourd'hui qui concerne, quand il dit qu'il faut éduquer la génération, c'est cette éducation-là également que nous devons lui apporter en disant que le monde ira en se complexifiant aussi longtemps que nous allons être dans cette marche-là du développement.
y compris à mon époque de la jeunesse. Quand vous avez le bac, il y avait votre tableau de bord qui vous indiquait que telle société est passée par là, demandant tel ou tel nombre de personnes. La société, compte tenu du niveau de développement qui est de nôtre, même si je recuse effectivement le fait que nous ayons de bonnes écoles, nous les avons. Et c'est pour ça que nous sommes respectés à l'extérieur, non pas par notre brio personnel, parce que nous sommes passés, c'est parce que nous sommes passés à l'école camerounaise. Le fait qu'également qu'il y ait de plus en plus de diplômés aujourd'hui, fait que lorsque vous n'avez pas appris à un enfant, c'est notre rôle à nous, que le monde ira en ce cluster, il va vous demander encore d'être plus exigeant que nous l'ont été vos parents, vous leur donnez un mauvais rôle. Et c'est cette élévation d'esprit-là qui vous permet de contextualiser un certain nombre de choses, qui va vous permettre de vous amener à comprendre qu'une personne également, parce que un règlement l'y autorise, a le droit de dire, quel que soit son âge, parce que là également on ne veut pas rentrer dans le niveau de faciès, à partir du moment où je me sens en capacité de le faire, je pourrais également être candidat à telle responsabilité. Et à partir du moment où effectivement il s'est porté candidat, vous admettrez également, même si ce n'est pas votre courant de pensée, qu'il y a une majorité qui se dégage, qu'il soit la personne qui est élue à ce moment-là. Vous attendrez le temps nécessaire pour pouvoir faire en sorte que ce soit en plus peut être la même personne. Et également, c'est une interpellation à l'engagement, à la défense, au militantisme. Je ne parle pas ici du militantisme notamment politique. La défense des causes, par exemple, il veut défendre la cause de la jeunesse, voudrait également que vous puissiez sacrifier un certain nombre de votre temps à pouvoir éveiller les consciences parmi les jeunes en disant, cette politique-là, il ne faut pas qu'on la laisse aux mains des vieux, ce que vous appelez les vieux. Il faut également qu'on soit suffisamment conscient de ce que, si nous ne sommes pas à leur côté, à leur asséner notre présence sur la sphère politique, ou alors d'une certaine valeur que vous voulez défendre, ils ne nous laisseront pas le champ libre. Et il n'y a pas un endroit où quelque chose vous est donné de manière gratuite. Vous êtes dans la gratuité, vous êtes dans la jeunesse, vous êtes dans le, je ne sais pas moi, dans l'émotion qui consiste à dire à un moment donné, par gentillesse, on va vous concéder un certain nombre. Ça ne se passera jamais. Je pense que si nous sommes souciés du développement, si nous avons une vision commune, les uns et les autres en toute humilité devraient essouffler et que la c'est vous qui décrétez qu'ils sont... J'ai dit certaines devraient en toute humilité le reconnaître. C'est vous qui décrétez qu'ils sont essoufflés. Pour le travail qu'on demande à un président de l'Assemblée nationale, pour le travail que l'on demande à un président du Sénat, c'est d'assurer un certain équilibre de telle manière à ce que l'institution continue à fonctionner. Et malheureusement, le monde qui est le mien, qui est celui du domaine privé, même si je suis rentré dans la sphère publique, on a tendance à dire, chaque fois que je dis ça, on a envie de me massacrer. Le manager est à la plage pendant que les équipes qu'il a mises en place travaillent. Et pour le travail que l'on demande au président de l'Assemblée nationale, c'est de faire en sorte que l'institution continue à fonctionner. Est-ce que l'Assemblée nationale s'est écroulée un jour? Le sujet porté n'est pas celui. Non, il est bien celui-là. Il est celui de gouvernement au niveau des formations politiques. Mais vous avez compris ce que j'ai dit. À partir du moment où il y a un... attendez. Remobiliser. De donner de nouvelles orientations. Monsieur Stéphane Zan, comprenez-moi très bien. Vous ne vous sentirez jamais, le débat n'est pas là. Premièrement, vous ne vous sentirez jamais écorché vif si vous admettez à un moment donné qu'il faut avoir de l'élévation d'esprit. Du coup, même ce que vous considérez comme étant injuste, vous avez de l'élévation d'esprit, vous aurez tendance à relativiser. De même, vous ne pourrez jamais vous sentir écorché vif si vous admettez qu'il y a un point de règlement, des règles, des lois et des règlements que nous sommes choisis d'un commun accord, s'il y a un point de règlement qui a été exécuté, même si vous êtes défavorable. Et donc, ne posez pas le problème à ce thème-là. Où est l'offre aujourd'hui jeunesse? Je ne conteste pas qu'elle puisse exister, mais admettez avec moi que peut-être... Évaluons l'offre vieillesse entre guillemets. Admettons tout simplement, M. Zang, admettons qu'à un moment donné, que même si elle existe, peut-être qu'elle n'est pas suffisamment audible. Travailler pour l'avenir, pour que cette offre-là puisse être audible. Effectivement, vous allez voir comment la société fonctionne. Là, je suis contre le monde également de l'irresponsabilité. Ah, si moi je n'ai pas pu faire ça aujourd'hui, c'est parce qu'on ne me l'a pas autorisé. On n'a pas besoin de vous l'autoriser. Si je n'ai pas pu faire ça aujourd'hui, c'est parce qu'il y a tel ou tel élément qui justifie mon échec. Non, vous devez anticiper dans votre démarche des échecs éventuels et avoir une posture qui vous permet effectivement de franchir les pas de manière résolue. Monsieur Samuel Motte, une autre question à votre endroit. Oui. La transition devrait se faire, autant pour moi, de façon graduelle. Est-ce que vous estimez qu'elle a été préparée? Je n'ai pas à fixer le cap.
le cap, il est la donne des acteurs qui sont en présence. S'il y a également les jeunes qui sont majorité dans ce pays qui disent qu'ils veulent tout rafler, nous les vieux, on n'aura rien à faire. Et encore une dernière fois, le langage qui est le mien n'est pas celui de la défense des intérêts, c'est de considérer également que le rôle d'une personne, d'un être humain dans la vie, c'est de savoir passer la main, contrairement à ce qu'il pense de nous. Oui, nous sommes là, attendez, nous sommes là pour préparer des gens de telle manière à ce que demain, qu'on puisse nous succéder. Et une personne qui s'inscrit dans une démarche totalement personnelle en disant qu'à partir du moment où j'ai mon intérêt qui est satisfait, ça veut dire qu'il s'est trompé. Notre rôle à nous, c'est de travailler de cette manière à ce que la jeunesse qui va nous remplacer demain. Mais dans ce travail-là, nous devons également leur expliquer le sens de la réalité des choses. Ce monde-là dans lequel, qui constitue, en ce qui me concerne, une rêverie somnolente, n'est pas bien pour une génération qui veut être aguerrie. Nous sommes dans un monde éminemment adversif où, quoi que vous fassiez demain ou après-demain, vous allez en voir en face de vous de l'adversité. Si vous n'avez pas pris conscience de cela, ça veut dire que vous êtes une mauvaise jeunesse et donc on n'a même pas intérêt à vous laisser la place. D'accord, M. Célestin Djamène, avez-vous quelque chose à ajouter par rapport... Non, je donne mon opinion, je n'ajoute rien. C'est pour dire que tout à l'heure, l'honorable Motte a dit quelque chose de très important qui est, me semble-t-il, l'élévation spirituelle. Je pense qu'en toute chose, il faut toujours mettre l'esprit en avant. Et pour ce qui me concerne, je pense qu'il faut aimer le Cameroun. Quand on aime le Cameroun, on pense d'abord à l'intérêt général. Mais je pense que l'opposition n'induit pas forcément des relations conflictuelles. L'opposition, c'est la contradiction. C'est la contestation argumentée. On n'a pas besoin d'être des ennemis, des fous fougueux pour se contredire. On se contredit et puis c'est tout. On va prendre une bière après et puis on redevient comme avant. Donc, il n'y a pas besoin de conflit nécessairement. Bien sûr. Maintenant, je crois qu'il faut sortir des stéréotypes, des sentiers battus stériles, des raisonnements cousus de fil blanc. Moi, je considère que la jeunesse, ce n'est ni une vertu, ni un handicap. Moi, je considère que la société est divisée en deux strates. Il y a les adultes et les enfants. Les enfants font partie des catégories qu'il faut protéger parce qu'elle est vulnérable. Quand je dis enfant, c'est en dessous de 20 ans. À partir de 20 ans, fille comme garçon, on doit considérer que vous êtes adulte. On n'a pas à vous donner quoi que ce soit. La société a des règles. Vous vous insérez dans les règles de la société. Voulez-vous devenir président de la République? Il y a la Constitution, les codes électoraux. Voulez-vous devenir député? Il y a le code électoral. Président du et Sénat. la Constitution. La société n'est pas en crise sur le plan institutionnel. Très bien. Pourquoi voulez-vous parler de jeunesse? La jeunesse n'a pas un état perpétuel. Encore que, est-on jeune entre quel âge et quel âge? Je ne comprends rien. Et puis, quand on est dans le domaine public, c'est pas un lobe du cerveau qui est touché. On peut être handicapé, être président de la République. Justement. On peut être handicapé, être président de la République. Le problème n'est pas au niveau physique. C'est au niveau du mental. Un manager, c'est quoi? C'est d'abord sa tête. C'est la tête qui gouverne. C'est pas les pieds, c'est pas les jambes. Il y a des jeunes cancres, comme il y a des vieux très intelligents, très objectifs, très efficaces. Quand on veut bâtir une vraie société, on se fonde sur l'excellence, le mérite et la sagesse. Écoutez, regardez le cas de la France, par exemple. M. Macron est né en 78, je crois. Il arrive au pouvoir donc en moins de 40 ans. Il a en face de lui des candidats beaucoup plus âgés. François Fillon. Regardez le cas des États-Unis. M. Obama gagne en 2007 face à un candidat qui a 73 ans, John McCain. Il n'y a pas de problème générationnel. C'est comme on dit combat des femmes. Non, on n'a pas donné le pouvoir aux femmes ni aux hommes. Les femmes sont des adultes. Il faut arrêter d'infantiliser les femmes. Elles doivent mener un combat citoyen. À partir du moment où il y a des règles dans la société, il n'y a pas à caresser la jeunesse. Pourquoi? Ils sont adultes. En dessous de 20 ans, vous êtes un enfant, il faut vous protéger, c'est clair. Au-delà, vous êtes un adulte. Donc, les lois vous permettent de faire ce qu'un pays ordonne de faire. Point. Donc, moi, je dis simplement qu'aujourd'hui, la vraie question, c'est de faire entretenir la culture de la légalité républicaine. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'abus. Il ne faut pas que le fait d'être jeune soit un facteur discriminant. Il ne faut pas non plus qu'il soit un avantage. Très bien. On doit avoir un regard particulier pour les personnes, par exemple, du 4e âge, parce que, évidemment, ils ne peuvent pas se mouvoir, les handicapés, etc., les enfants. Mais en dehors de ça, quand vous êtes en pleine santé,
Quand vous êtes en pleine capacité intellectuelle mentale, il n'y a pas de raison qu'on privilégie une catégorie plus que notre. Puisqu'aujourd'hui, vous pouvez avoir 20 ans, dans 40 ans, vous aurez plus de 20 ans, ça va de soi. Serez-vous encore jeune? Non, je crois qu'aujourd'hui, il est important de dire et de rappeler que la transition générationnelle est un abus de langage. Peut-être que le président voulait dire qu'il ne faut pas discriminer les jeunes. C'est ça qu'il voulait peut-être dire. Ne pas dire qu'il faut favoriser les jeunes. Non! Le président Biya lui-même a été Premier ministre, je crois, à 45 ans. Et président de la République à 49, à moins de 50 ans. Était-il jeune ou pas? Est-ce qu'il a tendu la main? Il n'a pas demandé. Par rapport à l'estime qu'on avait de lui, on a pensé qui était la sienne. On a pensé qu'il avait le mérite d'être président de la République. Absolument. C'est tout. Évacue-moi ces histoires de jeunesse, de vieillesse. Non, ça ne veut rien dire. Ça ne veut strictement rien dire. Je peux être ici assis sur ma chaise, dans une chaise roulante, et être président de la République. Vous aussi, d'ailleurs. Parce que je vois les femmes combat féministe. Non, ça n'a pas de sens. Les femmes ont le droit de se faire respecter. Elles ont le droit à leurs droits. On n'a pas besoin d'infantiliser, de donner aux femmes. De donner à la jeunesse, non. Vous avez les droits. Allez aux élections, faites du lobbying, faites ce que vous voulez. Mais en tant que citoyen, donc moi je m'inscris dans une logique citoyenne et républicaine. Si nous continuons à nous focaliser sur les débats stériles comme la jeunesse et la vieillesse, on n'en sortira jamais. On n'en sortira jamais. Moi je dis qu'à l'école, puisque c'est le moule par lequel l'État peut modéliser, peut formater la jeunesse, il faut leur apprendre que vous en sortirez parce que vous mériterez votre sort. Pas parce que vous attendez le monde du gouvernement. Le gouvernement fixe les règles dans la société. Elle encadre les actes. À vous d'avoir du béguin, d'avoir de l'audace et de conquérir les espaces. D'accord, monsieur. Donc il faut arrêter cette logique-là qui nous ramène vers l'arrière. La jeunesse, ça n'a pas de sens. Les droits protègent tout le monde. D'accord, monsieur Célestin Jamel, je pense que le président de la République, dans son traditionnel discours adressé à la nation, a appelé les jeunes à essayer, à oser et à se donner à fond dans certains domaines de la vie publique et politique. Que pensez-vous de cela? Justement, le président de la République accède aux affaires, entre guillemets, et en moins de 50 ans, parce qu'il est du poste de président de la République et beaucoup moins à la tête du gouvernement comme Premier ministre. Le problème ne s'envisage pas tel que M. N'Djamène semble vouloir le décrire. Nous sommes revenons dans les organisations politiques. L'organisation politique a un rôle de sélection, par exemple, de candidats aux échéances électorales. Et dans le mécanisme interne, il y a des critères qui sont arrêtés. Bon. Basés sur l'âge? Ça tomberait sur le coup de la loi. Ils ne sont peut-être pas basés sur l'âge. Alors on parle de la jeunesse. On encourage davantage. On encourage davantage à avoir des jeunes à un certain niveau de responsabilité. Ce qui est toujours mal perçu. Je dis encore, on se focalise sur l'objectif de la formation politique. Une formation politique est faite entre guillemets de vieux et de jeunes. Voilà. Ils ont l'idéologie, ils sont réunis par l'idéologie. Il y a des statuts. Oui, par les statuts et l'idéologie, ils s'accordent dessus. Le vieux du RDPC partage la même vision que le jeune du RDPC, puisque c'est la flamme qui les réunit. Oui. Maintenant, je pense que pour relever les défis qui s'imposent, il faut un savant dosage. Les conservateurs, certains n'envisagent pas. Sur quoi? Permettez, monsieur Célestin Jamel. Monsieur N'Djamène, vous avez dit tout à l'heure qu'un président de la République pouvait être handicapé. Ben je vous dis encore que l'homme a eu deux dimensions. Une dimension physique et une dimension psychique. Lorsque la oh là là. Monsieur N'Djamène, permettez. Je vous indique que la dimension psychique également avec l'âge prend un coup. Pas du tout. Ne pas le reconnaître, c'est faire preuve de démagogie, de malhonnêteté intellectuelle. C'est vous qui êtes malhonnête. Lorsque les vieux deviennent amnésiques. C'est vous qui êtes malhonnête. Monsieur Jamel, s'il vous plaît. C'est pas une question d'âge. Monsieur Jamel, permettez. Vous reconnaissez quand même que permettez à monsieur Zangan de s'exprimer. Je ne stigmatise pas les vieux. Je vous dis que allez dans votre village, vous sortez de l'âge. Monsieur Jamel, devenu amnésique quelquefois, monsieur Jamel. Il est arrivé qu'il ne reconnaisse plus sa propre progéniture. Mais non, même il y a des jeunes amnésiques, monsieur.
Également, je dirais également, mais là ça apparaît comme une pathologie, mais c'est normal pour un vieux. C'est pas de l'insulter que de le reconnaître, monsieur Ndiamé. Ça va être malhonnête. Ça, je vous le dis. Je dis pour le bénéfice d'une formation politique, un savant dosage s'impose. Il y a des vieux carrément idiots. Et on se dit, on a passé la main, on a laissé les vieux aux affaires. Évaluons l'action des vieux. Avant de penser que les jeunes ne sont pas prêts, évaluons l'action des vieux. Où sommes-nous actuellement? C'est stigmatisant. Pas du tout. Pas du tout. C'est pourquoi je parle de vieux intelligents, de jeunes. Je ne fais pas de fixation. Alors. Mais je pense que c'est lui qui pose le constat c'est lui qui pose le problème de la transition générationnelle de l'âge. Il parle d'un constat objectif. Monsieur Ndiamé, le président de la République, posant le problème de la transition générationnelle, le président tunisien a brigué le premier mandat. Monsieur Ndiamé, 88 ans. Monsieur Ndiamé, premier mandat. Le chef de l'État. Monsieur Joe Biden, président américain. Monsieur Ndiamé, Monsieur Ndiamé, permettez à Monsieur Zanga de s'exprimer. Monsieur Ndiamé, Macron a 40 ans. L'âge n'a pas de sens. C'est pourquoi je pense que le président de la République qui pose le débat de la transition générationnelle part d'un constat. Il se dégage dans certaines formations politiques que, entre guillemets, une certaine génération a un peu verrouillé les mécanismes d'ascension. Et tout à l'heure, monsieur l'honorable pense que la transition devrait se faire. Il parle même de heure. Or, ça devrait être vraiment. C'est une transition qui doit être pensée. Elle ne doit pas être. Une certaine génération ne doit pas créer des blocages. Comme c'est ce qui est, par exemple, perceptible. Et le président de la République fait le constat. Je pense que l'honorable mot doit s'inscrire dans le constat du président de la République. Il part d'un constat dans le RDPC, qui est votre formation politique, par exemple, et se dit, il faut envisager la transition générationnelle. Il s'adresse à ses jeunes compatriotes, généralement, le 10 février. Et quand il leur demande d'oser, il leur demande également d'oser dans les formations politiques. Oui, mais justement, comme vous dites, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, engagez-vous. Envisagez que dans votre circonscription, qu'on ait un député de 30 ans, si les textes le permettent, à la prochaine mandature. Ce qui vous manque, effectivement, c'est votre circonscription, qui est le développement de votre circonscription, que vous avez à l'esprit, à envisager qu'un cadet puisse jouer. Ce que vous considérez aujourd'hui, vous manquez de respect. Ce que vous considérez aujourd'hui comme étant l'accaparement du pouvoir est tout simplement le résultat d'un jeu démocratique où, effectivement, les gens qui se sentent discriminés ne sont pas majoritaires, tout simplement. Quand le président de la République dit oser, ça veut dire engagez-vous. Engagez-vous à défendre des causes, pas seulement les statistiques, pas également. Combien de jeunes? Mais écoutez, vous pouvez être 10 000. Mais allez voir les statistiques. Mais la réunion de la démographie est abalée du revers de la main. Vous les avez consignés à des tâches secondaires et résiduelles au sein des formations politiques. Je pense que... Mais révoltez-vous donc. Ce que je suis en train de vous dire depuis M. Zanga, c'est que au même titre que les dames. Au même titre que les dames. Vous voulez qu'on vous donne le pouvoir? Le simple fait, effectivement, que vous n'avez pas cette élévation d'esprit nécessaire, vous pouvez difficilement convaincre les autres. Premièrement, convaincre à l'intérieur de votre propre cercle, en disant aux gens, on ne nous passera pas la main parce qu'on nous aura aimés, mais c'est parce qu'on se sera fait sentir. On n'a même pas passé la main. Voilà, on n'a même pas. À la limite, il y a des règles. Non, ce n'est pas ça. C'est de dire tout simplement, si nous ne sommes pas, des règles qui sont pas favorables. Si nous ne sommes pas visibles, si nous ne sommes pas visibles, si nous ne sommes pas suffisamment audibles, on n'aura pas demain ou après-demain les positions que nous souhaitons. C'est votre travail d'abord à l'intérieur de la jeunesse que vous devez faire. Quand le président dit effectivement, osez, c'est le message qu'il veut vous faire passer. Vous dites sinon, si vous avez l'élévation de l'esprit nécessaire, pourquoi est-ce que vous voulez faire de la discrimination? Vous allez également comprendre qu'un vieux comme moi a également cette volonté-là à pouvoir encore continuer à servir. Continuer à servir. Et encore en matière de vieillesse, je ne suis pas sûr que je suis aussi vieux que cela. Non, mais je peux admettre effectivement qu'une personne qui m'a précédé ait cette aspiration légitime-là de considérer également qu'il peut rester à la disposition de ses concitoyens et apporter les services nécessaires. Parce que vous également, c'est très dangereux ce que vous dites. Quand vous dites servir, laissez la place aux jeunes. Non. On n'est pas dans une histoire, effectivement. Je ne demande pas de laisser la place aux jeunes honorables, vous m'avez mal compris. Je parle d'un savant dosage. L'objectif est c'est pour cette raison-là, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Revenons à la circulaire. Revenons à la jeunesse. S'il vous plaît, nous allons passer actuellement. Puisque vous m'avez interpellé là-dessus, vous verrez difficilement une circulaire venant du comité central de mon parti en disant donnez un peu de place aux vieux. La tendance est de dire
essayer de nous faire les listes les plus équilibrées possibles où on veut voir le maximum de dames, où on veut voir le maximum de jeunes. Mais effectivement, il se passe tout simplement que si vous êtes absent à un moment donné, les choses peuvent se faire à votre corps. Sur une liste, c'est un conseil que je vous donne. Quel poste occupe le jeune sur la liste? Madame Bissot. L'idée également, et ça c'est pas seulement un phénomène. S'il vous plaît, honorable, je vais passer la parole à Madame Bissot. C'est pas seulement une histoire qui est inhérente au RDPC. Quand vous voyez aujourd'hui l'organisation des partis politiques, vous allez toujours avoir une composante. Messieurs, très souvent ce qu'ils considèrent comme étant des jeunes, mais à côté de ça, vous allez avoir des jeunes, vous allez avoir des dames. Parce qu'on est effectivement arrivé à cette conclusion-là que si on ne crée pas des organisations spécialisées, peut-être qu'ils ne figureraient même pas de fait de leur démission, une démission collective que je regrette ici, ils ne figureraient même pas dans l'établissement de la politique. C'est pour ça qu'on nous aménage des voies et moyens. Mais encore une dernière fois, donnez-vous le temps d'essayer de pouvoir prendre rapidement, prenez des parts, des positions qui feront que demain ou demain, après-demain, vous allez être audible. Coachez-nous pour. C'est ce que nous faisons. Madame Bissot, j'ai une question que je vais vous adresser. Parlant justement de ce dont l'honorable est en train de relever concernant la transition générationnelle, pensez-vous que entre parenthèses, les vieux permettent aux jeunes de pouvoir s'exprimer parce qu'on a l'impression que les vieux, quelque part, se retirent, mais continuent d'exercer un certain management en background. Moi, je vais vous dire juste que c'est un état d'esprit camerounais. Parce qu'en Afrique, les vieux, comme entre parenthèses, ils disent, ont permis aux jeunes d'être des présidents de la République. Nous prenons l'exemple du Sénégal aujourd'hui. Nous avons eu le président Macky Sall qui est allé aux élections contre Abdoulaye Wade, qui a été longtemps opposant et qui a enfin été président de la République. Macky Sall a brigué son deuxième mandat aujourd'hui. Il est en train de solliciter un troisième mandat, bien que la Constitution l'interdit. Ce que nous vivons au Cameroun, c'est que nous avons juste un problème, c'est les vieux ont ce besoin d'assouvir leur pouvoir de rester. Certes, M. Zanga disait tout à l'heure que les vieux deviennent séniles. Non, je ne peux pas le dire. Ils ont juste besoin de retraite. À un moment donné, quand vous avez trop donné à votre pays, essayez aussi de donner la main, essayez de laisser la place, essayez de voir, si vous êtes un chef d'entreprise aujourd'hui, vous êtes en train de coacher votre fils à prendre la relève. Laissez-le la possibilité de faire ses preuves pour que demain ou après-demain, vous puissiez le juger. Mais si aujourd'hui, les jeunes restent, ils se complaisent dans leur état, comme M. Ndiamé le disait tout à l'heure, ils se font stigmatiser en disant, nous sommes jeunes, on ne nous donne rien, mais qu'est-ce que vous-même vous avez fait? Qu'est-ce que vous-même, parmi les jeunes, je ne dis pas que tous sont paresseux. Excusez-moi, moi je combats toujours la paresse de la jeunesse. C'est-à-dire, tout leur est acquis. Ça veut dire quoi? Mon père, lui, il a construit sa maison à 19 ans, il s'est marié. À 18 ans, il nous a accouchés. Et puis demain ou après-demain, on est en train de le pousser à rentrer vivre au village juste pour rester dans son domicile qu'il a construit à la sueur de son front. Mais toi, le jeune, qu'est-ce que tu fais? Ton père, lui, s'est battu aujourd'hui à t'envoyer à l'école, dans les meilleures écoles, à être l'un des meilleurs ingénieurs possibles. Qu'est-ce que tu fais? Tu attends juste que demain ou après-demain, tu as ton salaire, tu le bousilles dans les complaisances de la vie. Alors, Madame Bissot, selon vous, que devrait faire la jeunesse dans ce conflit, entre guillemets, intergénérationnel pour que cela ne soit plus une excuse pour eux? Qu'ils apprennent des vieux et qu'ils prennent le pouvoir. Prendre le pouvoir, ça ne veut pas dire aller dans la rue en surnombre. La méritocratie, qu'ils méritent ce qu'ils cherchent. Travailler dans les formations politiques, militer, ne soyez pas juste suiveurs. C'est pareil pour les femmes, c'est ce que je dis toujours aux femmes, ne soyez pas juste là pour acclamer, pour bourrer le nombre. Prenez le pouvoir. Prendre le pouvoir, ça ne veut pas dire passer par la force. Prenez le pouvoir en travaillant. Faites valoir votre force physique ou intellectuelle. Essayez d'être ce que vous réclamez. Vous êtes jeune, vous êtes fougueux, vous avez tout
pour atteindre ce que vous aspirez. Et qu'est-ce que vous devez apprendre des jeunes? Apprenez de leur expérience, parce qu'ils ont de l'expérience. Apprenez de leur expérience. On dit, si jeunesse savait, et si vieillesse pouvait, parce que la vieillesse, si le vieux, s'il avait encore le temps de pouvoir vous enseigner, c'est parce que le monde camerounais, excusez-moi, je tire toujours sur le Camerounais, parce que le Camerounais, c'est complet à rester dans un état de paresse permanent. Permanent. J'ai entendu tout à l'heure en arrivant, on parlait des Chinois. Le Chinois travaille 22 heures par jour, quitte à ne pas dormir pour atteindre un objectif. Nous avons vu comment les Chinois ont travaillé pour le barrage Merveleux. Moi, je suis du Sud. Ils ont tout apporté, tout jusqu'au simple cuisinier, parce qu'ils savent qu'il faut qu'il y ait un rendement. Quel est le jeune qui va travailler aujourd'hui? Il va d'abord arriver au travail à 10 heures, il va partir avant 15 heures, et le vieux, lui, il aura son temps de vieillesse. Le vieux, il aura son temps de vieillesse, dormir, arriver à midi. Certes, il va pouvoir prolonger jusqu'à 22 heures. Mais apprenez. Madame Bondo, ce qu'elle dit est pertinent, est très pertinent, parce que sur un plateau également, des gens me sont tombés dessus à bras raccourcis, parce que j'ai dit un jour, je suis même convaincu que les conditions dans lesquelles nous vivons au sud du Sahara, ces conditions-là sont porteuses de paresse. L'adversité vous amène à chercher. Justement. Au sud du Sahara, vous pouvez accepter de dormir au clair de lune. Dans les pays européens, en période de grand froid, vous avez... Oui, mais non, attendez. Dans les pays à grand froid, la priorité, ça devient une nécessité vitale de trouver un abri décent. Non, je suis pas et donc, ce qu'elle dit, madame, ce qu'elle dit effectivement, madame, c'est effectivement qu'il faut qu'on... Non, mais le problème avec les Indiens, il ne veut jamais faire une analyse. Non, c'est pas jamais. Je vous ai dit dans le chemin de notre progrès demain, il ne faut pas qu'on fasse l'économie de faire un diagnostic sévère des conditions dans lesquelles nous vivons, de ce qui peut être considéré comme étant handicapant demain. Si nous faisons cette économie, aujourd'hui nous faisons une analyse biaisée, on ne s'en sortira absolument pas. L'adversité, y compris l'adversité des conditions naturelles, constitue un moteur pour vous pour pouvoir survivre. Comment est-ce que vous faites pour vous adapter? Comment est-ce que vous faites pour, en situation de conditions hostiles de vie, est-ce que vous ne devez pas chercher des moyens qui vous permettent de trouver des solutions pour que votre survie personnelle ne soit pas une menace pour vous, ne soit pas menacée? Et donc, dans ce qu'elle dit, effectivement, je ne suis pas sûr que nous sommes en mesure, en Afrique du sud du Sahara, d'avoir des conditions de productivité qui soient comparables à celles des pays asiatiques. Nous ne sommes pas, effectivement, et c'est pour ça que c'est un handicap. Parce que là également, quand il met en relais le fait que les Européens ne veulent pas effectivement faire ce transfert de technologie, effectivement, premièrement, pour deux choses. La première, c'est qu'effectivement, ils ne veulent pas qu'il y ait des pays asiatiques qui gangrènent le monde. Aujourd'hui, ils en sont à ramer pour savoir comment est-ce qu'ils font pour pouvoir rattraper la Chine. S'ils font également le même transfert de technologie qu'ils ont pu le faire là avant, effectivement, ça va être contre eux. Mais l'autre chose également, nous n'avons pas, à la date d'aujourd'hui, inventé des systèmes qui nous permettent de contrôler, de concurrencer les conditions dans lesquelles l'Asie, notamment du Sud, s'est développée. D'accord, M. Saint-Germain. D'abord, je considère que quand on fait valoir les conditions climatiques pour expliquer le retard de développement, je trouve que c'est la bonne excuse. La Malaisie, l'Indonésie, Dubaï, c'est des pays chauds. Permettez. C'est des pays chauds. Les gens se battent. C'est l'état d'esprit. Que vous êtes sous la neige ou sous un soleil brûlant, c'est l'état. Non, c'est faux. Non, permettez. Permettez. C'est l'état d'esprit. Ce qui compte, c'est le volontarisme politique des dirigeants éventuellement. Et de sortir sur l'esprit d'assistanat de certains jeunes. On ne demande pas aux vieux de donner le pouvoir aux jeunes. Les jeunes doivent se lever, conquérir leurs espaces. Mériter d'abord. Les femmes se sont battues en France pour leur droit de vote en 1944. Non, mais là, tu as changé de sujet. Non. Je change pas de sujet. Je suis en plein dedans. Je dis bien que les femmes, par exemple, en France, se sont levées. On ne pouvait rien contre elles, à moins de les massacrer, et revendiquer leur droit de vote. Elles l'ont eu sous De Gaulle. Rappelez. Donc, c'est pour dire que
pour moi, la jeunesse n'existe pas. La vieillesse n'existe pas. Certes, sur le plan physique, il est évident qu'à 20 ans, on peut faire un 100 mètres en moins de 12 secondes, c'est possible. Mais à 70 ans, il est rare qu'on trouve des gens qui fassent un 100 mètres en moins de 20 secondes. Ça, c'est une donnée physique. Maintenant, pour gérer les sociétés, ce n'est pas forcément le physique, encore une fois. Les révolutions, c'est d'abord la stratégie aussi. Les armes redoutables, ce n'est pas le physique, c'est la matière grise. On parle aujourd'hui des armes virales, entre autres. Donc, c'est pour revenir, pour dire qu'aujourd'hui, prenez le cas, par exemple, dans les partis politiques. Si un parti s'avise à inscrire dans ses statuts que les jeunes de 30 ans n'ont pas le droit de briguer tel poste, on dissout le parti. On dissout le parti. Parce qu'il tombe sur le coup de la Constitution. Il y a des lois, oui ou non. Si c'est oui, les jeunes n'ont pas à tendre la main. Les jeunes ont à conquérir leurs espaces, encore une fois. Nous sommes en République, la Respublica. Il y a des lois en vigueur. Moi, je suis estomaqué par des jeunes qui continuent à clamer « je suis jeune, je suis jeune ». Ça veut dire quoi? D'accord. Tu es jeune, tu n'es pas un humain. Tu n'as pas... Non, non, c'est pas une interview. C'est pour dire que... Sans que tu as du ADPC, je peux respecter. Le parti, c'est peut-être le parti dominant. Mais nous sommes autant valables sur ce plateau comme invités. Et encore que je suis consultant. C'est pour dire que... C'est pour dire... Non, c'est pas pour ça. C'est pas une interview pour le RDPC. C'est pour simplement dire qu'aujourd'hui, il faut sortir de cette façon de penser. Monsieur Arthur Zang, il a inventé le cardiopade à moins de 30 ans. Monsieur Kagame l'a récupéré aujourd'hui, par exemple. Monsieur Arthur Zang n'a pas dit qu'il dit « je suis jeune ». Il dit « je suis inventeur ». C'est quoi cette imbécilité à dire je suis jeune, je suis vieux? Non, ça n'a pas de sens. Nous allons revenir. Alors, il y a des présidents. Monsieur Joe Biden, est-il jeune? Est-il jeune? Il entend briguer un second mandat. Il aura quoi? Plus de 80 ans. Donc, il faut arrêter, s'il vous plaît. Si vous voulez, les pleurnichages n'ont aucun avenir, n'ont aucun sens. Battez-vous. Moi, je n'ai pas envie de tendre la main. Vous savez que, par exemple, devant monsieur Moukete, monsieur Meva Megutu est un genou. Oui, M. Moukete, l'honorable Moukete, a 102 ans. Pour lui, M. Président Poubé est un jeune homme. D'accord. Non, il y a la relative. Tout est relatif. Arrêtez avec ça. Je vais permettre je voulais vraiment, monsieur le consultant. Très rapidement, parce que le temps nous imparti. Pour pouvoir terminer l'analyse qu'il ferait sur l'influence des conditions climatiques, notamment environnementales, sur la dynamique du progrès. Yves Coppens nous enseigne, éminent historien, que l'homme, effectivement, l'un des défenseurs de ce que l'homme l'humanité vient d'Afrique, il dit l'homme s'est levé en Afrique de l'Est, tout simplement parce que confronté à la savane, il a éprouvé le désir de se mettre à deux pattes pour pouvoir voir plus loin. Tout au contraire des gens qui sont nés dans la forêt comme nous, où on pouvait monter sur un arbre pour pouvoir voir plus loin. Terminons le débat là, ce n'est pas le sujet du débat. Vous regardez dans la parole, Madame Bissot, vous dites que les jeunes doivent oser. Nous voyons dans la rue et sur la sphère publique des millions de diplômés jeunes. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on leur passe la main pour devenir aussi des leaders au Cameroun? C'est l'orientation en fait. Je suis diplômée, qu'est-ce que je sais faire? C'est ça, c'est juste l'orientation. Il faut être cette diplômée, mais savoir faire quelque chose pour pouvoir apporter un plus que le diplôme ne m'a pas apporté pour le développement de mon pays. C'est ça que je demande à la jeunesse. C'est ça que je demande. Je suis ingénieur agronome aujourd'hui. Est-ce que je connais distinguer cet arbre de l'autre? Il faut que nous soyons plus pratiques, être sur le terrain. D'où je dis la méritocratie. Quand nous travaillons, tant que nous allons travailler, autant que nous puissions travailler, ce sera toujours mérité. Que la jeunesse ne se complaise pas à être assis avec des honorables et assister. Des messieurs Célestin Jamen et dit bon, oui, je suis parti et puis on m'a donné mon enveloppe. Non. Que je puisse travailler pour que cette enveloppe soit... Que demain, moi aussi, je puisse donner cette enveloppe à un jeune pour pouvoir le booster demain. Nous avons tellement de richesses au Cameroun. C'est pour cela que je dis c'est un esprit camerounais. Mais Madame Bissot, ne pensez-vous pas que la jeunesse a déjà longtemps attendu? Ils attendent quoi? Ils attendent quoi? Ils attendent quoi?
C'est la Ils solidarité. n'ont pas droit Non, c'est pas ça. d'attendre. Ils n'ont pas droit d'attendre. Ils n'ont pas droit d'attendre, Donc, Madame on peut Vondor. pas attendre. Aujourd'hui, vous êtes journaliste, vous présentez ce grand débat. Est-ce que vous avez attendu on vienne vous solliciter? Non. Vous vous êtes battu, vous avez travaillé, vous avez passé des nuits blanches à préparer vos émissions. Non, mais avant, j'ai eu des opportunités qui m'ont été proposées et j'ai su les saisir. Je pense que justement, savoir saisir les opportunités au moment opportun. En mettant, si vous êtes paresseux, vous n'allez jamais, par exemple, tous les jours, on lance des concours. Mais le jeune dit, je ne mérite pas ça. Pourquoi? Moi, j'ai vu une fille, je parle beaucoup plus des femmes, une jeune fille qui n'a jamais imaginé être à Polytech aujourd'hui, après avoir eu sa maîtrise à 24 ans. Elle aujourd'hui en train de faire son 3e cycle à Polytech. Elle sort d'une famille les plus pauvres de ce Yaoundé. Voilà. Qu'est-ce qui vous dit que restons, je n'ai pas l'argent pour aller négocier? Pourquoi vous vous mettez ça dans la tête? Travaillez. Arrêtez des nuits blancs. Mon père nous versait l'eau glacée sur les pieds à 3 h du matin pour pouvoir bûcher. Réveillez-vous, étudiez. Voilà. Avec cette nouvelle, qu'ils appellent la nouvelle aptitude qu'ils appellent dans l'éducation nationale. C'est pas ça. Un enfant aujourd'hui va vous préparer l'examen peut-être du brevet d'études. Il ne sait même pas faire une dictée. Parce qu'il ne sait pas écrire. Voilà. C'est que nous, un enfant, avant de quitter le cours préparatoire, savait déjà écrire. Donc la jeunesse aujourd'hui, elle est perdue. Elle est perdue. Je pense que c'est d'où la facilité à cette déviance-là. Une toute dernière question avant de sortir de ce premier thème adressé à vous, Monsieur Stéphane Zanga. Lorsqu'on voit ce qui se passe aujourd'hui à côté concernant le SDF, ce sont deux jeunes-là qui sont en train de se massacrer. Ne pensez-vous pas que peut-être demain, ce puisse être la politique puisse être l'image de cela si jamais les jeunes prennent les rênes? Dans le SDF, c'est des conflits, c'est un conflit de pouvoir. Il faut déjà saluer le retrait et la bravoure du chairman d'un certain niveau. D'abord, il n'envisage ne plus se présenter à une élection présidentielle. Il donne donc la possibilité à ceux qui peuvent. Il fait une déclaration jusqu'à ce qu'il revienne sur sa décision. Je pense qu'on s'en tient à ces déclarations. Nous n'allons pas traiter le chairman, nous n'allons pas le soupçonner de roublardise sur ce plateau jusqu'à ce qu'il nous prouve qu'il peut revenir sur la décision. Et encore que les positions sont dynamiques, elles peuvent évoluer. Nous l'avons remarqué dans certaines formations politiques. Des gens peuvent faire des déclarations de bonnes intentions et ne peut-être pas les respecter par la suite. L'honorable Nietzsche et l'honorable, comment vous l'avez appelé, Joshua aussi, simplement se battent pour le contrôle de la tête du pouvoir au niveau de la tête du parti. Bataille fort compréhensible, même si on peut le faire un peu plus feutré. C'est une base. Elle est compréhensible, mais elle attire, en fait, elle relève un aspect très important de la bataille, c'est que c'est des personnes d'une même génération, entre guillemets. Revenons au sujet. Qui veulent gagner des espaces. Bien sûr. Et vous voyez dans le dynamisme entre jeunes, mais ne demandez pas à un président de section du Fundi de 35 ans d'aller challenger le président de la République pour le contrôle du parti à un mandat au palais des congrès. Ce n'est pas possible. Pourquoi Ce n'est pas possible. Ils ne vous donneront même pas la parole. Et cela apparaîtra comme un manque de respect à l'endroit. On parle même entre certains pas de cadets irrévérencieux. Regardez le dynamisme à la tête du SDF entre deux jeunes qui s'affrontent. C'est un conflit normal parce que au sein de la jeunesse, la dynamique conflictuelle est acceptable. Elle est d'ailleurs à promouvoir. Cette dynamique est à promouvoir. Vous imaginez des choses. 3e congrès. Nous avons enregistré une candidature forte en pleine séance de quelqu'un qui s'est levé, qui a eu un discours très dur vis-à-vis des organes dirigeants de notre parti. Il n'a pas été chicoté pour cela. Bien au contraire, il est en responsabilité aujourd'hui. Donc on admet effectivement de l'adversité. Quand il y a un esprit libre qui dit effectivement je peux être en concurrence avec le président national de la RDPC, on ne le tue pas pour cela.
Ça, c'est des choses que vous venez de l'extérieur et vous avez un certain nombre de certitudes. Je voulais sauf que c'est mal perçu. Cela est mal perçu. On devrait encourager cette contradiction. La personne a été seulement non promue. Le temps nous tient à la gorge. Je voulais dire un mot en quelques secondes. J'ai passé 22 ans dans ce parti. C'est donc de quoi je parle. Peut-être quand Stéphane parle du RDPC, il fait peut-être allusion à M. René Zenguele, qui n'était pas tout à fait jeune. Mais comme l'a rappelé... René Zenguele a challengé Paul Biya au même titre. Attendez, c'est pas pour vous donner raison. Et fort à propos d'ailleurs, l'honorable Maud vient de rappeler qu'il y a eu des jeunes candidatures, des jeunes enregistrés, effectivement. Donc, c'est pour dire quoi? D'abord, quand on est Nietzsche aussi, c'est des jeunes, il faut relativiser aussi. Hein. Justement. Bon, ça revient sur la question des jeunes. Mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, dans un parti, il y a des statuts. Il y a une profession de foi, il y a un projet de société. Aucun jeune n'est discriminé dans les textes. S'il le faisait, ce parti, il serait mis au banc de la société politique. Bon, nous interrogeons les maintenant, œuvrons pour que les pratiques soient... Œuvrons maintenant pour que les pratiques... Justement, œuvrons maintenant pour que les pratiques soient conformes aux textes qu'on s'est délibérément dotés. Évidemment, vous l'avez dit, la bataille Joshua aussi, c'est une bataille de positionnement, parce que le chairman annonce qu'il ne sera pas candidat à la présidence du SDF. Pour la présidentielle, il y a longtemps qu'il n'est plus candidat. Enfin, au moins, la dernière, il n'était plus candidat. La question, c'est à la présidence du parti. Joshua, en tant que premier vice-président, dont statutairement successeur de M. Nidjan Frondi, Nietzsche n'est qu'un régional, par exemple. Mais le problème, c'est que là encore, je convoque les statuts, parce que si les statuts sont appliqués, parce que j'ai eu une élection face à Nietzsche, en 2016, par exemple, pour la région du littoral. Si les statuts sont appliqués, l'honorable Joshua, militant du littoral, l'honorable Nietzsche, militant du littoral, auront à passer, selon les textes du parti, des primaires. L'un doit tuer l'autre, politiquement parlant, bien entendu. Moi, j'étais candidat face à Nidjan Frondi, quand personne n'osait, en 2006. Candidat à la présidence du SDF. Est-ce que j'ai frappé la porte, j'ai demandé, j'ai tendu la main, j'ai pris mes responsabilités. Et tu n'as pas été tué pour ça. Je n'ai pas été tué. Je suis bien vivant, évidemment, c'est la palissade. Donc, c'est pour dire que... Quelle était l'issue de cette... Peu importe. Peu importe. Maintenant, il parle d'issue. Maintenant, il parle d'issue, vous allez parler de jeunesse. Non, c'est pour dire que c'est une bataille de positionnement. Le deuxième volet de ce débat, mais bien avant, prenons une petite transition, s'il vous plaît. Chers téléspectateurs, nous sommes rendus maintenant au deuxième thème de notre grand débat du jour, à savoir la dépravation des mœurs. Cette dépravation des mœurs qui s'inscrit et s'enlise au sein de notre société malgré la mobilisation des acteurs gouvernementaux. Je vais me tourner vers vous, Madame Bissot. Parlant donc de cette dépravation de mœurs, vous êtes une femme engagée, femme politique, engagée dans Yaoundé 2. Quel est l'état des lieux concernant ces dépravations de mœurs aujourd'hui qui perdurent malgré tout ce que l'État prend comme mesure de sensibilisation ou alors de répression? On a l'impression que le mal perdure. Le mal va perdurer parce que l'État ne fait pas assez. L'État ne fait pas assez pour cette jeunesse-là, cette jeunesse qui se retrouve aujourd'hui abandonnée à elle-même, cette jeunesse qui se retrouve en train de chercher des paravents dans la drogue. Oui, tant que le marché de la consommation de la drogue, de la vente de la drogue ne sera pas régi au Cameroun, cette jeunesse sera perdue. Vous pensez que ce sont des enfants en état normaux qui décident de danser tout nus sur des tables, en plein salle de classe? Je vais vous dire non. Aujourd'hui, leurs surveillants généraux qui deviennent leurs dealers. Nous avons vu, vous avez parlé de Yaoundé 2 aujourd'hui, c'est l'un des arrondissements les plus chauds
dans nos fondis parce que nous avons peut-être sur 42 quartiers, nous avons peut-être 30 quartiers où on peut vous dire la vente des stupéfiants est ouverte. Ouvert. Ces agents de la sécurité publique qui devraient plutôt les combattre deviennent plutôt leurs partenaires. Donc, vous voyez aujourd'hui que cette jeunesse, elle est abandonnée à elle-même. Quand un enfant, pour pouvoir étudier, est obligé peut-être de prendre des comprimés, ou déjà ces comprimés, on les achète comme des petits pains, sans ordonnance. Vous voyez que c'est le gouvernement camerounais qui a laissé cette chose s'empirer. Excusez-moi, ce n'est pas un problème qui dure aujourd'hui, c'est un problème qui dure, ça fait bientôt plus de 15 ans que nous avons commencé à constater que les jeunes, où vous voyez un enfant aujourd'hui qui va vous allumer un joint en pleine route devant ses parents, il vous traverse. Ils vous traversent, ça veut dire que cette jeunesse dont parlait M. Zanga tout à l'heure, ils pensent que tout leur est permis parce qu'ils sont jeunes, ils ont la force. Donc je consomme la drogue, je deviens un super homme, j'arrive à l'établissement, dans mon établissement scolaire. Avant, nous avons peur de nos enseignants. Hein. Quand on te dit ta maîtresse est passée là, tu te caches. Mais aujourd'hui, elle est où tu la cherches même. D'accord, Madame Bissot, je vais passer la parole à Monsieur Stéphane Zanga pour revenir à ce que Madame Bissot est en train de dire. Nous avons précédemment déjà parlé de la jeunesse. Est-ce que ce n'est pas le fait que cette jeunesse-là soit délaissée à elle, qu'elle se retourne et se retrouve dans cette dépravation de mœurs-là? Bon, d'abord, ne parlons pas de toute la jeunesse. La jeunesse est une globalité, une certaine jeunesse. Ce livre, parce que je tiens à ce qu'on retienne, qu'il y a une jeunesse, il existe une jeunesse responsable sur laquelle on peut s'appuyer pour penser le développement et le décollage de ce pays. Une autre jeunesse, c'est délaissée et abandonnée à elle-même. Ce sont des politiques publiques que l'État met en œuvre qu'il faut questionner. Vous avez dit tout à l'heure dans votre reportage, des femmes parlementaires se sont réunies pour étudier la question. Elles ont convoqué 2 chefs de département ministériels, le ministère de la promotion de la femme et de la famille, et aussi le ministère des enseignements secondaires. Je pense qu'on devait également convoquer les affaires sociales aussi. Le ministère des Affaires sociales aussi. Parce que l'éducation part d'abord au niveau, la première strate de l'éducation, c'est la famille. C'est d'abord aux parents qu'incombe le devoir d'éduquer leur progéniture, du moins sur les béabas de la vie. Certaines habitudes sont inculquées par des parents. Une certaine orientation est donnée à partir de la maison. À l'école, on vous inculque le savoir occidental, on vous inculque une autre éducation, mais le savoir-vivre, des méthodes élémentaires, de respect, de courtoisie, même dans un plateau comme celui-ci, c'est à la maison. Et ce sont les parents qui doivent jouer ce rôle. Et c'est un ministère qui est chargé de penser ces orientations, le ministère de la Famille, qui doit veiller à ce que tout se passe bien. Est-ce qu'à ce niveau, on a évalué les politiques publiques du gouvernement en place pour ce qui est de la famille? Là encore, c'est la question. Ce ne sont pas des jeunes qui dirigent ce département ministériel. Ce ne sont même pas des jeunes qui conçoivent ces politiques publiques. Mais nous remarquons sur le terrain un impact très négatif au niveau des établissements scolaires. Mais comment est-ce que cela se passe aujourd'hui? Les établissements secondaires, d'abord, les effectifs dans une salle de classe ne permettent pas aux professeurs de maîtriser la salle. De deux, nous avons même le cadre dans lesquels ces élèves évoluent. Nous avons des établissements scolaires à proximité, situés à proximité des bars, à côté des marchés, dans des quartiers mal famés, dans des quartiers inaccessibles, qui sont reconnus, réputés pour leur niveau de dangerosité. La situation géographique même de l'établissement scolaire est propice au développement de ce type de comportement. 3. La démission, je reviens encore à la maison, la démission des parents qui sont portés vers, et c'est normal, le papa doit être parti à 5h du matin, maman également. Il y a des charges, l'éducation est abandonnée, peut-être pas aux réseaux sociaux seulement, comme je l'ai suivi dans un reportage, mais aussi à une dame qui également, dont on n'est pas sûr déjà du confort et de la probité morale, une nounou qui débarque,
qui est disposé à éduquer les enfants avec tout le lot de dépravation. Vous avez vu parfois à quoi se livrent certaines nounous à la maison. Au niveau du ministère des Affaires sociales, qu'est-ce qui est véritablement fait pour encadrer ces jeunes, même ceux qui ne sont pas scolarisés? Est-ce qu'aujourd'hui, les modèles que nous présentons à cette jeunesse dans notre société sont de véritables modèles? Lorsque nous avons des personnalités qui sont reconnues pour avoir posé des actes négatifs, irrépréhensibles dans la société et qui, du fait de ces actes-là, se sont enrichis. Aujourd'hui, les jeunes dans nos établissements scolaires n'ont pour seule priorité l'enrichissement. J'ai regardé des vidéos, on a dit, Eto'o n'est pas allé à l'école, pourquoi vous voulez nous déranger? Il est riche, je n'ai rien contre Samuel Eto'o. Je dis par exemple, c'est un exemple que je convoque. Lorsque vous avez vu des femmes qui se sont livrées à des pratiques obscènes dont les vidéos ont été diffusées sur la toile, qui sont invitées sur certains plateaux, qui sont honorées, mais attends, ces jeunes-là deviennent des modèles pour une certaine jeunesse. Donc le problème est global, il faut le cerner dans sa globalité. Moi, je précise déjà l'échec des politiques publiques en matière de jeunesse. D'abord, le ministère de l'enseignement secondaire. J'indique encore au niveau du ministère de la famille, des efforts sont encore à faire au niveau de l'organisation même de la cellule familiale. Aujourd'hui, vous avez certaines familles où c'est des familles recomposées quelquefois, où monsieur est revenu avec ses enfants, madame également, mais vous savez pas ce qui se noue à la maison. Les comportements même des parents, certains parents rentrent ivres. Certains parents brillent par leur irresponsabilité. Maman, parfois, quelquefois, est prise en flagrant délit d'adultère dans le quartier. Les enfants sont témoins de cela déteint sur leur comportement. Je terminerai avec ces bombes que nous détenons, les téléphones portables Android. Ça, nous sommes dans le train de la mondialisation. C'est des évolutions sur le plan de la technologie. Ces élèves n'accèdent jamais à Google pour des recherches. Ils vont dans des sites pornographiques et tout. Et là, c'est le ministère des Postes et des ministères des Télécommunications qui est chargé de veiller à ce que certains contenus ne soient pas disponibles pour tout le monde. Donc, il faut cerner le problème dans sa globalité et établir les responsabilités. Je pense que, à mon avis, pour l'instant, c'est ce que j'ai à dire sur la question. Oui, je voulais d'abord saluer l'initiative de Mme Laurentine Feugueux, qui est, semble-t-il, présidente du réseau des femmes parlementaires, en même temps doyenne de l'Assemblée, je ne sais pas si tu le confirmes, pour dire qu'elle a bien fait d'interpeller certaines autorités pour qu'il y ait une vraie session plénière sur cette question-là. C'est une question qui devrait concerner pas seulement les élus d'ailleurs. Je pense qu'il faut aussi convenir qu'il y a des forces vives dans la nation qui peuvent participer, n'est-ce pas, à cette pensée multiforme qui puisse sortir la jeunesse camerounaise de cette misère d'abord qui est mentale et ensuite intellectuelle. Je pense qu'il faut associer aussi les chefs traditionnels, les imams, pourquoi pas, les prêtres, les hommes politiques, leaders d'opinion, etc. Je considère aussi qu'il va falloir que les gens comprennent qu'aujourd'hui, c'est bien beau de stigmatiser les réseaux sociaux. C'est vrai qu'on peut réguler comment l'accès des jeunes, mais comment le ferait-on? Mais il faut d'abord relever quelque chose qui me semble essentiel. Aujourd'hui au Cameroun, quand on voit certains parents, hommes comme femmes, se balader en string ou en matelot devant les enfants, quand on voit que certains parents s'affalent dans le canapé, regarder des films, des feuilletons que nous voyons d'un certain genre avec des enfants, même aller commenter avec eux, avec des scènes parfois peu orthodoxes. Quand vous voyez, et je crois que Stéphane a relevé, les androïdes qui sont lésés à des enfants de l'école primaire, vous avez vu le cas du lycée d'Incolbisson, vous avez vu le cas du collège Jean Tabi, le cas de Daïdo, le cas de Bafoussam, de Kribi dans l'océan et tout ça. Tout ça, c'est des éléments qui devraient interpeller les autorités politiques. Je pense qu'il faut réguler. Mais comme on l'a dit, il y a plusieurs autorités dans un pays, dans une nation, une société. Il y a effectivement les autorités scolaires, les autorités politiques, les autorités familiales. L'homme, le père et la mère. La mère doit avoir une attitude convenable vis-à-vis de ses enfants. Je ne suis pas sûr que, en habillant sa petite fille en mini-jupe bien serrée, ou en se baladant devant ses enfants en collant,
mais ça fasse avancer les choses. Parce qu'en vérité, ça ne tombe pas de nulle part, ces comportements-là. Bien sûr qu'il y a des réseaux sociaux. Il y a aussi le fait que j'ai vu qu'il y a un livre, L'excellence en sciences, dans les classes de 5e déjà. Ils ont quel âge? Peut-être 11, 12 ans, je n'en sais rien. Où on vous sort un chapitre, module 4, pour ne pas le rater, page 59-60, on vous définit la pédophilie, la zoophilie, en vous détaillant ce que ça veut dire. Et pour se donner bonne conscience à la fin, oui, mais il faut les éviter parce que c'est pas bien, ça tombe sur le coup de la loi. Mais en vérité, dans la société, quand on fixe un interdit à un enfant, il a envie de le transgresser. Pourquoi a-t-on besoin de mettre, avec image à l'appui, des explications sexuelles, pornographiques dans les livres scolaires? Et il faut bannir ce livre. Ces enfants-là ont 11 ans, ils ont 12 ans. Ce n'est pas possible. On n'apprend pas à faire l'amour, ça va de soi. Pourquoi instaurer, sous la pression des lobbyistes occidentaux, ces éléments dans les livres scolaires africains? Et on l'accepte. Et on l'accepte. Voilà aussi la racine du mal. Il faut déjà, parce que l'enfance commence aussi, on inscrit, tout le monde inscrit ses enfants à la maternelle, ensuite à l'école primaire, etc. C'est là que ça commence. Donc il faut déjà frapper un coup dur au niveau scolaire. L'enfant évoluera avec une autre mentalité. Et il y a naturellement le maillon central qui est l'attitude des parents. Parce que c'est vrai que l'école peut inscrire des disciplines telles que l'instruction politique ou l'instruction civique, c'est vrai. Mais le reste, c'est la transmission du savoir, mathématiques, la biologie, etc. L'école n'est pas là pour éduquer les gens. Non, pas du tout. L'école est là pour apprendre à lire, à compter et éventuellement avoir un certain sens critique. Le reste, c'est les parents. Quand vous avez fait le tour de la ville, à boire dans tous les bars, comme l'a dit Stéphane, et rentrer à 23h chez vous, et bien entendu, que voulez-vous? Pendant ce temps-là, comment l'enfant s'auto-éduque? Il est avec ses frères et sœurs, ils sont devant des films plus ou moins recommandables et tout. Mais c'est comme ça que ça commence. L'absentéisme parental. Les conseillers orientaux, les conseillers d'orientation, est-ce qu'ils sont suffisamment formés et éduqués pour ensuite transmettre les conseils aux enfants? C'est ça qu'on devrait aussi mettre sur la table. C'est pas simplement scander qu'il y a des violences sexuelles dans les lycées. Aujourd'hui, c'est vrai que dans les lycées et collèges, on a vu que parfois, certains collèges sont devenus des scènes de tournage de films pornographiques. On l'a vu à Bafoussam en 2015, par exemple. Les enfants entre eux, ils ont 14, 15, 19 ans. Parce que Justin termine, et c'est pour ça que je parlais de la jeunesse et de l'âge adulte et de l'âge juvénile. Quand on a moins de 20 ans, on doit protéger l'enfant de moins de 20 ans. Dans les lycées en général, ils ont généralement moins de 20 ans. Et collège. Donc c'est une couche à protéger. Ils n'ont pas toutes les capacités mentales qu'il faut pour comprendre les enjeux de la vie. Donc, l'autorité politique doit mettre en place une politique déterministe, pas déterministe, politique volontariste, afin de réguler dans les lycées et collèges. Comprenez? C'est pas vrai que pour le sexe. Il y a aussi le meurtre d'enseignants, on l'a vu, ici au Cameroun. Ou bien les camarades qui s'entretuent entre eux, on l'a vu à Deido. Mais c'est ce que je disais. Donc, que font? Où est la sécurité dans les lycées? Il faut y penser aussi qu'un enfant entre avec son sacoche, son sac à main, tout ça dans le collège. On doit systématiquement le fouiller. Même le palper d'ailleurs. Je dis bien, il faut payer les gens pour ça. C'est pas normal qu'un enfant entre avec un couteau dans le lycée. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. D'autant plus qu'on est quand même nourri par l'actualité de tous les jours. Donc il faut sévir à l'entrée des lycées et des collèges. Et maintenant c'est pire encore parce que maintenant, les enfants de primaire commencent à mimer leurs grands frères, leurs grandes sœurs. Donc ça devient extrêmement préoccupant. Je pense donc qu'il est temps pour que les autorités politiques prennent le taureau par les cornes. Les députés sont là. On n'est pas que là pour pointer. C'est aussi là pour faire des propositions. Je suis désolé. Là pour faire des propositions, de mettre un véritable lobbying sur vos camarades aussi qui sont au gouvernement. Vous êtes la majorité quand même. À cet âge-là, on ne va pas repartir à Douala. Non, c'est pas ça ce que je veux dire. Douala, c'est le Cameroun toujours, pour l'instant. Donc, en vérité, il faut que les députés, on parlait tout à l'heure, on parle des députés d'ailleurs. Donc, Madame Feugue, elle ne doit pas être seule dans ce combat. L'honorable doit l'accompagner. Je suis sûr que tu ne vas pas faire la fine bouche. Parce que les députés nous représentent. Les lois modèlent les mœurs aussi. Le jour où on va dire, un enfant n'entre pas dans le lycée sans palpation, sans fouille de sac, je crois que les crimes vont diminuer quand même.
Mais en l'état actuel des choses, je suis désolé, si on est laxiste comme on est là, ça va continuer. Parce que les jeunes, on a parlé tout à l'heure de Madame Koa, par exemple. Bien sûr, quand on dit une travailleuse de notre genre va venir donner des conférences dans un lycée ou dans une université, effectivement, Stéphane, tu as raison. Mais c'est quoi nos références aujourd'hui? Je veux pas cantonner Madame Koa dans un modèle. Non, les gens peuvent évoluer. Mais l'imagerie que ça renvoie, parce que la politique, c'est un univers de symboles. Ça veut dire qu'on peut passer par là, où elle est passée, et deviner ce qu'on est. Il dit après tout, bon, on n'est pas Eto qui veut, c'est vrai, mais quand même, les jeunes, quand ils sont en groupe, ils ne réfléchissent pas beaucoup. Alors, honorable, quelles sont, à votre sens, les mesures à adopter pour relever le problème de cette dépravation de mœurs dans notre société aujourd'hui? Oh ben, je crois que de ce point de vue-là, vous avez plutôt un plateau assez équilibré. Et je vais vous raconter une scène un peu cocasse. On parlait à l'époque des microbes. Et puis j'ai un contradicteur en face qui me dit ça c'est le gouvernement, ça c'est la faute du gouvernement, ça c'est la faute du gouvernement. On me passe la parole quelques temps plus tard. Et je lui dis, monsieur, le jour où je vais trouver votre enfant dans des conditions similaires, il n'a même pas attendu que je finisse la phrase. Il me dit, mon enfant ne peut jamais être là-dedans. Le débat est clos. Comme pour dire, ce n'est nécessairement pas la faute du gouvernement, c'est également une faute collective. À commencer par celui du parent qui laisse son enfant aller. Et il a réagi effectivement au vif. Mon enfant ne se trouverait jamais dans ces conditions-là. Comme pour dire, je prendrai ma part de responsabilité pour que mon enfant ne se trouve pas dans ces conditions-là. Et dans ce sens-là, de ce point de vue, je pense que j'ai plutôt été servi sur le plateau, même si Célestin Diamène a son avis de m'écorcher pour qu'on ne reparte pas de voilà ensemble. Ça veut nous rejeter la balle, mais de tout temps c'est comme ça. D'ailleurs, premièrement, il faut savoir que c'est l'évolution également que nous les impose. Parce que quand il parle tout à l'heure de nouvelles technologies, de smartphones qu'un enfant est plus ou moins oublié d'avoir aujourd'hui, comment faire pour pouvoir... Dès l'école primaire. Comment faire pour pouvoir couper un certain nombre d'images obscènes. Mais également là aussi, il va vous faire sourire. Faites toutes les lois du monde. Les relations que nous décrions aujourd'hui, obscènes, soi-disant, de tout temps, ont été inscrites, ont été marquées du sceau de la transgression. Depuis Adam et Ève, la transgression. Donc faites même toutes les lois, plus vous allez faire des lois, d'ailleurs, plus vous allez rendre l'acte ou alors la transgression plus glorieuse. Je vais le faire parce que je sais que comme c'est interdit, je vais quand même oser le faire. Dans la nuit des temps, c'est comme ça. Mais il est important que, je reviens au débat de tout à l'heure, nous sommes là pour pouvoir assurer une transition saine aux générations qui nous suivent. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une autre essence de la vie que celle-là. Nous naissons, nous travaillons pour que les gens qui vont nous succéder puissent avoir des conditions de vie plus confortables que les nôtres. Et dans ce cadre-là, effectivement, nous devons nous investir à leur éducation. Les enfants n'ont jamais choisi de venir quelque part. C'est très souvent nous qui sommes partis les chercher. Et à partir du moment où nous sommes partis les chercher, ils sont sous notre responsabilité. Y compris à renier notre propre vie, y compris à renier notre propre plaisir. Des gens, par exemple, qui vont en boîte et qui rentrent sous, effectivement, ce n'est pas un bon parent. Vous n'aurez pas dû aller chercher des enfants. Bien. À partir du moment où vous les avez cherchés, vous devez savoir qu'ils sont sous votre responsabilité et vous devez faire adopter une attitude telle que vous vivez pour votre famille et accessoirement, quand il vous reste un peu quelque chose sous la main, vous pouvez vous lécher les doigts. Nous vivons pour nos femmes, les enfants des gens également que nous partons chercher. Nous devons vivre pour les enfants que nous-mêmes nous avons cherchés. Et la vie, effectivement, si elle se résume à ça, on va avoir des gens qui vont progresser, qui vont se développer dans des conditions un peu plus améliorées. Mais c'est un travail titanesque, ça également, il ne faut pas le jouer en termes de yaka et de faucons. Merci, honorable. Nous sommes en train de nous acheminer au temps qui nous a été imparti. Le temps pour moi aussi de vous permettre à chacun de vous de conclure et de donner, si cela est possible, des conseils à cette jeunesse aujourd'hui qui est victime de dépravation. Je vais commencer par vous, Madame Bissot. Oui, je vous ai dit en amont que le problème actuel... Vous avez une minute pour conclure. Oui, le problème actuel, c'est l'abandon des parents. Le problème actuel, c'est le gouvernement qui a laissé cette jeunesse abandonnée à elle-même. Et le problème actuel, c'est la sécurité. L'honorable disait tout à l'heure que nous, les parents, nous devons faire pour nous. Oui, certes.
Mais quand vous envoyez votre enfant à l'école, c'est là-bas qu'il va trouver la mort. C'est là-bas qu'il va consommer à son insu des produits qui lui sont méconnus. Qu'est-ce que vous voulez que nous, parents, nous puissions faire aujourd'hui? Donc juste vivement, comme disait l'honorable, vivement, que cette jeunesse-là soit protégée au maximum dans tous les domaines, familial, scolaire, même sociétal. D'accord, M. Stéphane Zanga, un mot pour conclure. Oui, je pense qu'après l'identification des causes qui a fait l'unanimité sur ce plateau, il faut déjà présenter à la jeunesse les dangers qu'elle court en se livrant à ce type de comportement, alors dire clairement la vérité sur la question et à promouvoir de nouveaux modèles, à définir des trajectoires positives qui pourraient les mener vers des comportements sains. Je pense qu'à partir de là, ce sera un début de solution pour que, également, les parents ne doivent pas démissionner de leur rôle. Les parents doivent, à la base, parce que c'est eux qui sont à la base du processus d'éducation, inculquer des valeurs, dialoguer avec les enfants et puis les pouvoirs publics à leur niveau feront le reste. D'accord, M. Stéphane Jamais. Oui, je pense qu'il faut considérer que la jeunesse prépubère et pubère doit mériter une attention toute particulière. Pour la jeunesse post-pubère, ça ne m'intéresse pas beaucoup, c'est des adultes. Mais la jeunesse des lycées, des collèges et des primaires doit susciter de la part des responsables des mesures spécifiques. Le meurtre qu'on voit, les agressions le sont à cause ou grâce aux armes blanches qui pénètrent facilement dans les lycées. Que faut-il faire? Il faut qu'il y ait des lois, qu'il faut qu'il y ait des mesures qui soient prises à l'entrée de tous les lycées, surtout les lycées publics par définition, parce que dans le privé, c'est beaucoup moins que ça. Donc, dans le public, l'État est garant de la sécurité des biens des personnes. Et il l'est d'autant plus qu'il s'agit des gens pubères ou prépubères. D'autant plus. Donc, si on ne prend pas ces mesures-là, alors on n'aura que nos yeux pour pleurer. Il ne faut pas jouer à l'hypocrite. Ça part de là. Un dernier mot, honorable, je ne sais pas conclure dans... J'ai parlé tout à l'heure de la responsabilité immense des parents, mais je pense également que les jeunes doivent être responsables. Maintenant, on va me retorquer, est-ce que quand on est jeune, on est responsable? Je ne parle pas ici de la responsabilité juridique, mais la responsabilité sociétale, on peut même l'avoir à l'âge de 10 ans. Cette responsabilité-là qui fait que demain ou après-demain, on se sentira en mesure ou en capacité de pouvoir être un secours pour ses propres parents qui auront perdu de leur force. Mais également, c'est un problème de générosité. Qu'est-ce qu'on demande à un enfant aujourd'hui qui va à l'école? C'est tout simplement donner un peu de sourire à son père. Donner le sourire en faisant quoi? En ayant des bonnes notes. Donner le sourire en ayant un bon comportement. Et pour les gens qui ont tendance à écouter trop mon jeune frère, mon fils Zang, il faut également leur dire que la réussite également est dépendante de tout ce que je venais de dire là tout à l'heure. Déjà, premièrement, la responsabilité, mais également, deuxièmement, la générosité. Les gens qui se perdent demain ou après-demain, et puis qui commencent à s'en prendre à tout le monde dans la société, également, c'est peut-être parce que dans leur parcours, il y a quelque chose qu'ils n'ont pas très bien compris. Il faut être très éveillé. Et je considère également, ce n'est pas tellement un point d'intelligence qui sépare les enfants, c'est leur capacité à pouvoir anticiper. Demain, je me projette à tel ou tel endroit. Le plus intelligent, souvent, de la salle ne fait pas cette démarche-là et très souvent, ça s'accompagne d'échecs. D'accord, merci honorable. Merci à vous, chers panélistes, de nous avoir honorés de votre présence sur ce plateau. Merci à tous les téléspectateurs de Cam10 Télévision pour nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous ce soir pour le grand format de l'actualité avec Claude Maillot. Cette émission a été préparée avec la coordination de M. Jean-Pierre Evogo, de Joël Sidney Wende et de Roméo Envela. Au revoir et à dimanche prochain.